Et bonjour, petite fougère de YouTube, on se retrouve pour une nouvelle VOD, une nouvelle partie de la lecture sur En toute puissance, faite par V6. Nous sommes sur la partie construction, motivation intrinsèque au collège. Donc nous sommes dans une partie où on va voir tout simplement des exemples concrets, des manières de justement construire avec ce qui est présenté dans l'ouvrage. On a vu précédemment qu'il était possible de créer un environnement à motivation intrinsèque, à flot, nourrissant les besoins fondamentaux pour des enfants de maternelle ou de primaire. On pourrait arguer qu'ils sont tellement jeunes que forcément il est plus facile de les habituer à ce genre d'environnement. Il y a très peu à déconstruire, à réparer, étant donné leur jeune âge. Qu'en est-il pour les ados, l'âge qui semble le plus difficile à vivre, tant pour les ados eux-mêmes que pour les adultes devant les gérer? Quest to Learn. Qu'est-ce qu'il y a, le chat? Excusez-moi, j'ai été trigger par le chat qui a fait un bruit bizarre. Ça va, ma puce? T'as trop mangé? Bah ouais, hein, t'as trop mangé. Quest to Learn Q2L est un collège qui a vu le jour en 2009 sous l'impulsion de Cathy Salen, game designer et exerçant plusieurs professions dans l'éducation, en collaboration avec le département d'éducation de la ville de New York. C'est donc une école publique à Manhattan accueillant les élèves de la 6e et de la 3e. De la 6e à la 3e, pardon. On y apprend les mêmes matières qu'ailleurs, histoire, géographie, anglais, sciences physiques, biologie, mathématiques, etc. On y trouve les mêmes enseignants traditionnels, mais également des game designers. La structure est radicalement différente des collèges classiques, car elle est conçue comme un jeu vidéo. Pour vous faire une idée de l'ampleur des changements de structure de Quest to Learn, nous allons nous baser sur la journée d'une élève, Ray, rapportée dans Reality is Broken de Jan McGonigal. Jacques McGonigal? Gonigal? Moi je suis désolé, mais je pense à McGonagall. Hein. Désolé, hein, mes références, hein, tout de suite. Hein. Le quotidien game designé. 7h15. Ray n'est pas encore à l'école. Elle travaille sur une mission secrète qu'elle a découverte cachée dans un livre de la bibliothèque. What, attends. Ne vomis pas comme ça du haut du... T'as trop mangé, Pépette. Mon cœur. T'as un peu trop mangé, c'est ça? Tu t'es précipité. Excusez-moi, je m'inquiète beaucoup pour mes chats, mais je crois qu'elle a mangé trop de croquettes et que ça lui a retourné l'estomac. Ça va, ma puce? Non mais te reprécipite pas pour manger encore des croquettes. Elle vient d'avoir des hauts le cœur et son premier réflexe c'est d'essayer de remettre sa tête dans la gamelle. Calme, laisse digérer un peu. Hein, boule de poil. Apprends à faire preuve de patience. T'es pas obligé de manger toutes les croquettes d'un coup. Je te jure. C'est pas nécessaire. Elles vont pas disparaître. Je connais des gens comme ça en vrai. Bah oui. Pépette, je te vois. Hein. Fais une pause. Fais une pause. Ça suffit. Oh là là, elle me rend fou. Du coup, nous disions 7h15, Ray n'est pas encore à l'école, elle travaille sur une mission secrète qu'elle a découverte, cachée dans un livre de la bibliothèque. Il s'agit d'un code mathématique à briser, et pour cela elle a décidé de s'associer à des amis pour parvenir à la comprendre avant tout le monde. Personne ne lui a donné l'ordre de faire cet exercice, elle est tombée dessus par hasard et n'avait aucune obligation de le remplir. Elle le fait avec ses amis, parce qu'elle a envie de le faire et de découvrir ce que le code cache. On peut découvrir des missions secrètes partout. Par exemple, des textes minuscules sur des lames, uniquement lisibles à travers un microscope. C'est trop bien. Mais c'est trop bien. 9h, cours d'anglais. Ray cherche à level up. Elle travaille sur une rédaction pour laquelle elle a déjà 5 points. Il lui en manque 7 pour obtenir la compétence maître de la narration. Elle réalise donc une mission d'écriture créative dans le but de gagner un point supplémentaire. Les notes n'existent pas à Quest to Learn. Le feedback est le même que celui d'un RPG. On sait qu'une compétence est acquise quand on a travaillé dessus suffisamment, de diverses manières, et qu'on a réussi toutes les quêtes associées à cette compétence. Les compétences où l'on n'a pas de points ne sont pas des points faibles, des tares, comme pourraient l'être les matières où l'on a de mauvaises notes. C'est juste que l'on ne s'est pas encore attelé à s'y améliorer, et qu'il faudrait encore s'entraîner. Avec ce système de level up, l'échec tel qu'on l'entend de façon classique n'existe pas. Si un élève ne réussit pas une quête, par exemple si Ray ne réussit pas sa rédaction, il n'aura juste pas ses points. Le raté n'est pas enregistré. Il lui suffira de tester une autre mission, ou la même mission mais différemment, pour tenter d'obtenir ses points. Mais c'est tellement intelligent, putain.
Pardon. 11h45. Ray va sur un PC de l'école pour mettre à jour son profil. Il s'agit en quelque sorte de sa feuille de personnage. Son prof d'histoire géo lui a conseillé de se rajouter la compétence maîtrise de la cartographie. En effet, Ray, lors de l'école, crée des cartes de monde virtuel, et cette compétence n'est pas à ignorer. Il y a actuellement une quête d'histoire où un groupe d'élèves doit localiser des objets ayant des origines africaines, et ces élèves auraient bien besoin d'intégrer Ray dans leurs équipes afin de faire une carte des localisations. Ils pourront la contacter à ce but dès lors qu'ils verront son profil mis à jour. C'est tellement intelligent ce genre de modèle. Oh là là, l'éducation, quand c'est réfléchi, quand c'est bien pensé, quand ça utilise les sciences sociales et les avancées en sciences sociales, étonnamment, tout de suite, non seulement c'est ludique, mais du coup tu es vraiment sur une motivation intrinsèque. Les élèves vont vraiment être poussés à le faire par eux-mêmes et du coup ils vont être bien plus compétents et assidus. C'est étonnant. Oh là là. On est ici sur le modèle du MMORPG, un peu comme quand les joueurs se réunissent pour affronter une instance, sorte de super donjon uniquement faisable à plusieurs, avec un groupe aux compétences diverses. Les élèves doivent collaborer, s'entraider, unir leurs différentes compétences pour terminer la quête. Les spécificités de chacun sont précieuses et même les compétences hors circuit scolaire sont reconnues. 14h15, comme tous les vendredis, un conférencier vient à la rencontre des élèves. Ce jour-là, c'est un musicien exerçant via MAO. Il leur fait une démonstration en direct et annonce qu'il sera bientôt de retour pour les entraîner à leur futur niveau de boss. Qu'est-ce que MAO? Musique assistée par ordinateur. D'accord. Je ne connaissais pas l'acronyme. Ce niveau de boss représente 2 semaines intensives où les élèves doivent appliquer leur savoir et leurs compétences pour proposer des solutions à des problèmes complexes. Ici, le niveau de boss consiste à composer leur musique via MAO, donc assisté par informatique, et pour cela il faudra qu'ils forment des équipes avec des compétences variées, mathématiques, informatique, musique, etc. Comme dans les jeux vidéo, un niveau de boss est très difficile, donc y échouer n'est pas grave, c'est même assez attendu. Cela fait partie du jeu, un niveau de boss qu'on réussirait parfaitement du premier coup sans difficulté, ce serait un niveau de boss décevant, sans attrait, sans plaisir. 18h, Ray est chez elle. Elle interagit avec une intelligence artificielle, le Teachable Agent, à laquelle elle doit apprendre comment diviser les nombres premiers. C'est un outil qui remplace l'évaluation. Ray n'est pas évaluée directement, c'est elle qui doit se faire professeur et donc utiliser ses connaissances et compétences apprises de la meilleure et de la façon la plus complète possible. Autrement dit, cette quête part du postulat qu'une compétence est bien acquise quand on peut l'enseigner convenablement, avec rigueur, détail, pédagogie à autrui. Ce qui va donc bien au-delà d'une simple question de mémoire, car c'est aussi une compréhension profonde et d'opérativité de la connaissance. C'est super intéressant. C'est super intéressant comme école. C'est super intéressant comme école. Elle s'appelle comment? Attendez, je vais chercher sur internet voir si c'est toujours... C'est Quest to Learn. Comment que c'est ce truc? Quest to Learn. Hop. Alors ils ont toujours un site. Je regarde vite fait. Ça c'est comme les pédagogues de l'éducation nationale imaginent leur réforme et en vrai ça donne des trucs pétés. Bah oui. Si nous pouvions... Ok. Donc là attendez, je suis dans un truc en français, pourquoi? Pourquoi? C'est parce qu'ils ont pensé à faire des traductions françaises et tout? Putain, ils sont intelligents. Alors vu que c'est effectivement avec des références à CNN et compagnie, je pense qu'effectivement c'est bien le bon site. Donc ça a l'air d'être toujours d'actualité puisqu'il parle de notamment de pouvoir être admis pour les années 2022. Ok. C'est super intéressant. C'est super intéressant. C'est ouf. C'est ouf. Oh. Je me demande s'il y a des avis ou des recherches sociologiques qui ont été faites dessus pour voir vraiment l'efficacité sur le long terme, l'intérêt. Je suis très curieux. Je suis très curieux. Mais c'est déjà vraiment super intéressant. C'est vraiment super intéressant. A priori, elle fait partie des meilleures écoles, étonnamment, avec le meilleur résultat. Enfin, avec les meilleurs résultats. Étonnant. Comme quoi, dès qu'on réfléchit un petit peu à ce qu'on fait et comment on le fait, c'est plus efficace.
Un. C'est intéressant, écoutez. Je me demande vraiment si c'est pas un peu pété avec des développements personnels ou ce genre de conneries, mais ça a l'air intéressant. Ça ressemble pas à la manière dont on fait depuis 2000, donc c'est nul. Ouais, c'est peut-être aussi le souci, ils ont peut-être fait évoluer le truc vers un truc un peu plus pété du cul. Moi je suis toujours très sceptique quand je vois ce genre de choses parce que justement il y a le monde capitaliste qui vient très facilement faire de la merde avec, on va pas se mentir. Donc c'est pour ça que je suis toujours un petit peu prudent, on dira. Je fais toujours preuve de prudence. Mais en tout cas sur le papier ça a l'air très intéressant et en tout cas la manière dont c'était fait là, ça a l'air vraiment très rigolo, très intéressant. Et effectivement, ça pousse à une motivation intrinsèque beaucoup plus intéressante. Donc, continuons les programmes game designés. Comment s'organise concrètement un cours dans une discipline? Voyons cela en détail avec une mission d'histoire, mais qui a un aspect interdisciplinaire, puisqu'il y a aussi apprentissage des outils numériques et compétences de rédaction et d'oral, qui se divisent en 5 temps majeurs. Opération Terre et Mer, 3 semaines. Les élèves sont informés qu'ils ont été embauchés par l'empereur Darius afin de devenir espions, car celui-ci a pour but d'envahir la Grèce pour étendre les frontières de la Perse. Le but pédagogique consiste à apprendre les termes géographiques, à apprendre à interpréter des cartes, connaître le gouvernement, la géographie, la culture de la Perse, la géographie de la Grèce antique. Pour cette première opération, ils vont participer à plusieurs expériences d'apprentissage. Par exemple, Galactic Mappers, un jeu de cartes et de créativité pour aider les élèves à apprendre les termes géographiques et à avoir des compétences en cartographie. Persia Wiki, en classe. Les élèves créent une page wiki à propos de la Perse. Ils sont affectés à différents sujets et sont tenus de partager leurs recherches sur la page wiki de classe. Ils demandent le feedback des classes supérieures ayant des cours liés aux premières civilisations, etc. Opération d'infiltration du gouvernement, 2 semaines. Les élèves sont mis au défi de comprendre comment Athènes ou Sparte réagiraient à la domination perse. Ils apprennent leurs systèmes politiques respectifs, se concentrant sur les systèmes politiques grecs, persans, américains actuels. Là aussi, ils ont des expériences d'apprentissage par le jeu. Par exemple, ils utilisent Minecraft, formant des mini-sociétés, collectant des ressources, fabriquant des structures. Au cours du jeu, ils testent différentes façons de gouverner dans leur mini-société. Opération Cité-État, 3 semaines. Les étudiants sont mis au défi de découvrir quelle cité-État est la plus précieuse en termes de sagesse et de culture, entre Athènes ou Sparte. Ils enquêtent également sur les artefacts culturels de la Grèce antique, étant encore importants dans la société d'aujourd'hui. Ils vont par exemple utiliser le jeu Socratic Smackdown, dont on parlera plus tard, pour apprendre à trouver, exprimer des arguments et mener une discussion constructive et respectueuse en groupe. Opération Guerre Perse, 3 semaines. Pour aider l'empereur Darius à préparer son offensive, les élèves apprennent les causes et conséquences des guerres, les tactiques militaires, la complexité des allégeances. Ils vont par exemple fabriquer des boucliers, apprendre à exécuter des formations de phalanges spartiates. C'est quand même particulier mais c'est super intéressant en vrai. Opération Guerre du Péloponnèse, 2 semaines. C'est le dernier temps avant l'évaluation finale. Ils préparent une argumentation pour un conseil de guerre afin de convaincre l'empereur Darius d'envahir Sparte, Athènes ou aucune cité-État. En classe, par groupe, mais de façon théâtralisée. Leur débat met l'accent sur les 3 aspects, à savoir la culture, l'aspect militaire et le patrimoine. Comment la cité-État influence la Perse actuellement et dans l'avenir. Ce débat contient des prédictions sur les conséquences en fonction des choix faits par l'empereur. Apprentissage systémique et compétences socio-émotionnelles. Quest to Learn met l'accent sur l'apprentissage de la pensée systémique à chaque classe. La pensée systémique est une pensée qui demande du recul, une vision d'ensemble interdisciplinaire, dans plusieurs champs possibles. Une fois cette large vision définie, des points et des facteurs vont apparaître comme plus déterminants que d'autres, plus malléables. On va alors se focaliser sur ces points qui vont faire levier, permettant ainsi de changer par rebond tout le système auquel ils sont reliés. Pour les élèves des Quest School, il s'agit donc d'apprendre à avoir cette vision d'ensemble, à voir les interdépendances, à déterminer quels éléments il est possible de changer pour modifier tout le système étudié. Le but est pour eux d'améliorer leur propre vie, celle des autres, en finir avec des problèmes qui nuisent au plus grand nombre. Quest to Learn donne cet exemple pour représenter le systémique. C'est un tas d'objets, ce n'est pas un système. Rien ne change quand un élément est enlevé ou ajouté de cet amas. C'est un système. Un changement se produit quand vous enlevez ou ajoutez un élément ou à une partie de ce système. Donc la différence, c'est des items qui sont côte à côte ou des systèmes qui sont reliés par... ou des objets qui sont reliés par... ça s'appelle par des câbles. Minecraft, le truc qui m'a enseigné le communisme, l'autoritarisme ou le capitalisme pété. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas joué à Minecraft. J'ai voulu relancer Minecraft une fois et je me suis rendu compte d'un petit problème, c'est que en fait quand Microsoft a racheté, il y a eu des problèmes avec Mojang.net
Et j'ai perdu mon compte en fait Minecraft. J'ai toujours mon compte Minecraft mais il considère que je n'ai pas le jeu. Ce qui n'a pas de sens. Et du coup ça m'a saoulé parce que j'ai pas envie de repayer le jeu. Voilà, donc du coup ça doit faire des années que j'ai pas joué à Minecraft à cause de ça. Parce que ça me dégoûte. Ça me dégoûte. Voilà, ça me dégoûte. Coucou Céron, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien aujourd'hui, que tu te portes bien. Tu as raté du coup le live, le début de live avec de la vidéo, puisqu'on a regardé un petit peu, oui d'accord, on a regardé la vidéo sur les républiques bananières, qui était vachement bien, donc partie 1, la trilogie des bananes, partie 1. D'ailleurs, jeudi matin, on fera la trilogie des bananes, partie 2, tout à fait, partie 2, ça sera trop bien, vous allez voir, ça va être génial, promis. Ça va être pas très heureux, mais ça sera génial. Et là, on est sur de la lecture, puisqu'on est du coup sur En toute puissance de V6, qui est en train de nous parler de Quest to Learn, une école qui en fait essaye d'enseigner en utilisant du game design et en utilisant en fait des systèmes équivalents à un MMO, à des RPG, et c'est vraiment intelligent. Voilà, on est sur comment l'école est un Meporg, exactement. D'écoute dans Minecraft. Et bonjour Musketux, ça faisait longtemps. Comment est-ce que tu vas? J'espère que tu vas bien. Oui d'accord, il est classe, mais il est trop bien, Ces vidéos sont vraiment de qualité. Comme encore une fois, ce matin, c'était pas très joyeux, hein, parce que les Républiques bananières, le United Fruit Company, c'est pas la joie. Voilà, c'est pas la joie. Mais c'était vraiment très intéressant, très bien pensé, très bien construit. La dernière fois, on avait regardé les vidéos sur le capitalisme et sur comment est-ce que ça s'était mis en place après le féodalisme. Et vraiment, c'est cool. C'est cool. C'était cool. Mais ouais, non, franchement, la trilogie des bananes, vachement intéressant. Ça rend pas heureux, mais c'est vachement intéressant. Lex, j'aime bien. Je connais pas Lex. Je sais pas ce que c'est ou qui c'est. Ce matin, j'avais des séances de code review. Ah, ça a pas l'air fun. Lex Calvin. Il fait quoi comme type de stream? Qu'est-ce qu'elle fait la pépette derrière? Youhou! Petite peste? T'essayes de massacrer une peluche là? T'étais un peu en train d'essayer de massacrer une peluche? Et elle fait genre elle m'ignore, genre Osef, hein, genre non, c'est pas moi. Puce, tout le monde te voit. YouTube te voit. Eh? Elle s'amuse avec les peluches que fait Anémone. C'est la pire. Oh, ça suffit de jouer avec tout. Oh. Il fait de l'anarcho-communisme anticapitaliste antilibéral. Je ne connais vraiment pas. Je suis preneur de la chaîne. Je vais aller voir ça. Je vais aller voir ça un petit peu. Faire dupliquer. Et on va marquer donc Lex Calvin. C'est ça? Lex Calvin. Streamer, mauvaise humeur, documentaire de gauche, gaming et politique. Effectivement, sur le papier, ça a l'air sympa. Ça a l'air sympa. On va venir mettre une petite, un petit follow. Voilà. Très bien. Et ben, on ira voir ça. On ira voir ça. Parce que je ne connais pas du tout. Je ne connais pas du tout. Ok. Ma foi. Très bien. Très bien, très bien. Et du coup, comment tu vas, Mosquitux? Ça faisait un moment que je t'avais pas vu. J'espère que tu vas bien, que tu te portes bien. Ça peut te plaire. Oui, il y a probablement, il y a des chances. Et du visionnage de Bobo Cringe. Ah ouais. Ça, je sais pas si ça donne envie. Est-ce qu'on a vraiment envie de regarder des bobos? Ouais, hein. Ça, ouais, hein. Bon, voilà. Voilà, hein. Bon, hein. Bon. Bon. Voilà. Qu'est-ce qu'on disait du coup? Qu'est-ce qu'on disait? Je ne sais plus ce qu'on disait. Je ne sais plus ce qu'on disait. Je passe plus trop parce que je stream aussi, mais pas sur Twitch. Ah bon? Tu streams sur quoi? Je suis preneur. Dis les infos, hein. Fais péter les infos. On veut toutes les infos, nous. On veut toutes les infos. Du coup, on en était à la pensée systémique. Considère que tous les éléments d'un système sont interdépendants et interconnectés. Penser les relations entre les éléments est tout aussi important, ces relations étant également déterminantes. Il suffit d'enlever ou de modifier un seul élément pour qu'un système ne fonctionne plus ou fonctionne différemment, car tout est connecté et interdépendant. Les systèmes étudiés dans les Quest Schools ne sont donc pas que mécaniques, ils peuvent être biologiques, psychologiques, sociaux et même politiques.
Le pack que nous étudions donne des exemples. Image page suivante. Comme vous pouvez le constater, c'est une façon de réfléchir d'adulte. De réfléchir qu'adulte, on peut utiliser fréquemment dans certains contextes, sans pour autant la nommer ainsi. Cependant, ce n'est pas une façon de réfléchir qui est immédiatement sollicitée chez les collégiens, parce qu'ils n'ont pas eu autant d'expérience de vie que les adultes et n'ont pas acquis de rigueur méthodologique. Je présume méthodologique. Cette rigueur méthodologique nécessite quelques mécanismes mentaux que les Quest School nomment habitude de l'esprit. Et donc du coup, nous avons cette image-là. C'est un peu technique. C'est un peu technique, c'est-à-dire c'est un peu technique. Tu fais des apprentissages sur comment faire du code ou quoi, c'est ça? Nanana. Ouais, j'ai cliqué sur le lien justement, je suis en train de regarder. D'accord. Je connais pas du tout. Bah écoute, c'est intéressant. C'est intéressant. Je vais garder ça dans un coin. C'est toujours bien de garder ça dans des coins. Voilà, je t'ai mis dans un coin. J'espère que tu m'en voudras pas. Tu es rangé. Voilà. Maintenant, tu es rangé. Voilà. Donc, dans ton appart ou dans ta maison, je sais pas, tu te démerdes, tu te mets dans un coin. Parce que je viens de te mettre dans un coin. Voilà, merci. C'est gentil. Vive les coins. Voilà. Moi, je vous range dans un coin, donc vous devez le faire pareil. Hein. Donc, je veux vous voir dans un coin. Oula, excusez-moi. Alors, comment penser de façon systémique? Les élèves se demandent comment empêcher la fermeture de leur école. Une pensée non systémique. Pensez à une ou deux raisons pour lesquelles l'école va être fermée. Parlez au principal et voir s'il peut stopper la fermeture de l'école. Une pensée systémique. Listez les facteurs qui sont impliqués dans la décision de fermer l'école. Groupez les facteurs en fonction de leur similarité. Identifiez le plus grand groupe de facteurs et créez une carte de ces facteurs montrant comment ils sont reliés entre eux. Trouvez des facteurs qui pourraient être changés afin d'améliorer l'école. Partagez et présentez ces changements à une réunion du conseil d'école. C'est les mauvais élèves qu'on met au coin dans l'école formateuse. Ouais, mais nous on n'est pas dans ce genre d'école. Je suis attendu. Est-ce que ça va depuis tout à l'heure? Est-ce que ça va bien? D'ailleurs, je vous le rappelle, à Tendu, à Céron, à Anémone, à Apollyon, s'il est dans le coin. Oubliez pas, vendredi soir, hein, Rock Trader, tout ça, hein, oui, hein, bon, voilà, hein, c'est bien. Je vous le rappelle quand même, hein. De temps en temps, on sait jamais, je préfère insister pour être sûr, hein, voilà, je préfère être prudent. Il faut rappeler le JDR. Le JDR, c'est important. On se demande pourquoi on est fatigué toute la journée. Une pensée non systémique. Décider de boire plus de café pour augmenter son énergie. Une pensée systémique. Lister tous les facteurs qui sont impliqués dans la fatigue ressentie. Faire un schéma pour voir comment le café affecte l'énergie ainsi que le sommeil. Identifier les moments où le café interfère avec son sommeil. Décider d'arrêter de boire du café à certains moments. J'ai une inspection de la voiture pour la vente à 16h, ça va être large, mais on sait jamais avec ces polonais. Oui, non, ça devrait aller quand même, faut pas déconner. Pour le coup, de toute façon, Anémone, elle sera pas rentrée avant 17h30, donc on lancera genre vers 20h, je pense, on essaie de se retrouver en début de soirée, ça ira très bien. Ça ira très bien. Un professeur se demande comment diminuer le bruit dans le couloir entre deux cours. Une pensée non systémique. Décider d'accroître la surveillance, la répression dans les couloirs entre les cours. Une pensée systémique. Lister tous les facteurs qui occasionnent le bruit dans les couloirs, comme le nombre de professeurs dans le couloir, le nombre d'étudiants attendant d'entrer dans leur classe, le nombre d'étudiants dans les toilettes, etc. Faire une carte de tous ces facteurs, les relier entre eux. Identifier un ou deux facteurs à changer, les changer et voir s'il y a moins de bruit. Donc, on revient sur les mécanismes mentaux que les Quest School nomment habitudes de l'esprit. Chercher à saisir et à comprendre une vision d'ensemble, chercher les modèles, tendances dans le système, reconnaître comment la structure d'un système provoque un certain comportement, identifier les relations de cause à effet, émettre et tester des hypothèses, trouver des conséquences inattendues qui pourraient subvenir, trouver des points changeables qui pourraient modifier le système étudié, résister à la tentation de tirer des conclusions trop rapides. Ça, c'est une bonne idée, hein. Avoir une meilleure isolation, ça peut aider aussi. Oui. Oui. L'apprentissage de la pensée systémique est présent dans chaque mission. Voyons un exemple dans un niveau de boss où il s'agit de rompre le système du harcèlement scolaire. La recherche à ce sujet, penser de façon systémique, s'est déroulée ainsi. Étape 1, observation.
Étape 2, définition du problème. Étape 3, zoomer sur le problème, identifier les parties de celui-ci. Les élèves notent tous les facteurs possibles impliqués dans le harcèlement sur des post-it. Ensuite, ils rassemblent tous les papiers sur le sol de la classe et groupent les éléments qui se ressemblent. Ils commencent à parler ensemble des relations entre les différents facteurs dans les différents groupes d'éléments rassemblés. Étape 4, regarder les relations, chercher les modèles et les tendances. En regardant les facteurs et en cherchant les relations entre ces facteurs, les élèves vont extirper des modèles et des tendances. Rapidement, ils ont vu qu'il y avait moyen de rompre le système du harcèlement qui est apparu comme un cercle vicieux. Plus il y a d'enfants harceleurs, plus il y a de harceleurs. Les harceleurs devenant parfois, les harcelés devenant parfois harceleurs à son tour. Attends, plus il y a d'enfants harceleurs, plus il y a de harceleurs. Je pense que plus il y a d'enfants harceleurs, plus il y a de harcelés, et que les harcelés peuvent devenir parfois les harceleurs à leur tour. Je pense que c'est plutôt ça. Ils ont donc découvert qu'il ne fallait pas rentrer dans ce système, ce qui signifiait donc arrêter le harcèlement dès qu'il se produisait. L'importance d'aider ses pairs, l'importance de ne pas être un témoin passif ou un spectateur, un tiers, est apparu comme un levier pour casser ce cercle vicieux. Étape 5, identifier des points sur lesquels agir, casser le système. Ils ont donc pris l'initiative de créer un pacte à destination des élèves comme des enseignants et du personnel de l'école. Les élèves se sont également dit que parler aux plus jeunes du harcèlement, de sa mécanique, de ses conséquences serait très utile pour empêcher le harcèlement. Ils ont donc organisé une rencontre sur ce thème avec l'école primaire voisine afin de partager leurs connaissances. Les élèves des Quest School sont très régulièrement amenés à aider les plus jeunes, qu'ils ont également encouragé à solliciter. Ils sont également encouragés à solliciter les classes supérieures. L'entraide fait partie du mode de l'école. Oh mon dieu, quand vous faites de l'entraide, eh ben merde alors, on va plus loin qu'en étant un connard individualiste. C'est étonnant. C'est étonnant. Go faire un raid contre le harcèlement scolaire, je peux faire healer. Ah bah ouais, hein. Mais c'est tellement intelligent en fait. Tourner une école et tous les apprentissages et fonctionnements avec justement du game design, avec justement des mécaniques de jeu, mais ça marche tellement bien. C'est tellement bien. Enfin, forcément, tu vas motiver les jeunes puisqu'ils sont dans des thématiques et dans une vision ludique, donc de jeu. Donc ils vont faire ça pour s'amuser d'eux-mêmes. Ils vont aller plus loin parce qu'ils vont se motiver en fait intrinsèquement. C'est leur motivation à eux de faire ça. T'essayes pas de leur dire il faut le faire parce qu'il faut le faire. C'est eux qui vont venir te dire je veux le faire parce que j'ai envie. Ça change tellement tout dans l'apprentissage. C'est tellement intelligent quoi. Oh mon dieu comme elle est mignonne. Est-ce que vous avez vu la choupette? Attendez. Non là ça marche pas. Comme ça peut-être. Regardez-moi cette choupette. Regardez comme elle s'est calée trop bien dans le fauteuil. Avec les petites peluches et tout. Elle s'est mis bien hein. Elle s'est mis bien. Elle utilise les peluches comme repose cucu, hein, parce que du coup là en fait c'est les peluches qui lui servent à poser son cul. Et elle s'est allongée sur le tas de plaid en fait. Elle a l'air bien, hein, elle a l'air posée. La vie a l'air agréable pour Pépette. Je pense que là elle est pas trop triste. Ah ma puce, t'es pas trop mal là, hein? Un côté pas trop mal. Eh ben, ça a l'air agréable la vie de chat, hein. Ça a l'air agréable la vie de chat. Ça a l'air pas trop mal. Ça a l'air plutôt confortable. Ça a l'air plutôt confortable. So, on reprend. Les outils systémiques pour les compétences socio-émotionnelles. L'école a la particularité de dispenser des cours de bien-être. En fait, il s'agit de faire prendre conscience aux élèves de leurs émotions, de leur corps, de leur apprendre la nutrition, le sport. Pour cela, ils utilisent différents outils qu'ils inscrivent dans l'apprentissage d'une pensée systémique. Moi, je peux pas tank les bullies scolaires. J'ai un passif de réduction des PV face à eux. Mais il faut pas les tank les bullies. En fait, il faut les convertir. Il faut leur faire prendre conscience qu'ils sont du mauvais côté. C'est ça la beauté de la chose. On rappelle qu'il y a une vraie sensibilisation contre le harcèlement. Il y a une demi-journée où on met les élèves dans une classe, on leur montre des clips de l'éducation nationale qui sont des situations de harcèlement hyper extrêmes. Non, le harcèlement c'est pas juste humilier une personne de manière ultra horrible en public, ça peut être des trucs beaucoup plus subtils. On fait passer un questionnaire, avez-vous harcelé ou avez-vous harcelé? Et bizarrement il y a 0 harceleur. Ah bah oui, hein. Ah bah oui. Ah non mais l'éducation nationale en France c'est... Voilà, ça donnera mon avis profond. On va les wololo. Je peux wololo. Wololo. Le BOTG, le Behavior Over Time Graph, le comportement à travers le temps. Il s'agit d'un simple graphique qui permet la compréhension de soi et de ce qui nous détermine, notamment nos émotions. Voir le schéma page suivante. Il permet de repérer des modèles récurrents, des tendances dans son comportement,
en fonction de certaines circonstances. Cela permet d'avoir une vue d'ensemble et puis d'émettre des hypothèses et d'ensuite les tester. C'est une méthodologie qui ressemble à ce qu'on peut faire en psychologie positive, notamment pour étudier le bonheur. Et si évidemment à toute petite échelle et avec moins de moyens. Donc vous avez ce fameux petit graphe, donc le Behavior Over Time Graph. Vous avez cet axe-là qui part de triste à heureux, cet axe-là qui part de lundi à jeudi. Tout simplement les facteurs et le temps. Voilà, simplicité extrême. Ensuite, on demande aux gens qui veulent passer devant toute la classe pour donner leur avis et expérience. Et d'après vous, est-ce que la personne qui est harcelée est seule dans le groupe de classe passe devant 30 élèves, ou est-ce que c'est les gens bien établis dans leur groupe classe qui passent? Ah bah oui, hein, comme d'habitude, comme d'habitude. C'est comme d'habitude. Donc 1, première étape, tu dessines les axes X et Y. 2, tu donnes les unités de temps à X. Les unités de temps choisies permettront de détecter différents modèles, donc il faut bien réfléchir aux unités qui sont choisies. Nommer les facteurs Y qui seront dessinés. Créer une échelle pour Y. Ce n'est pas nécessairement numérique, cela peut être un peu plus, un peu moins, chaud, tiède, froid, etc. Créer le graphique. Ce n'est pas les données exactes, cela peut être une estimation de celle-ci. Répondre à 4 questions clés. Qu'est-ce qui change? Comment cela a changé? Pourquoi cela a changé? Et pourquoi ce changement est important? C'est intéressant ça, hein, c'est vraiment intéressant ce qu'ils font. Tu peux faire rogue, tu backstab les harceleurs. Mais il faut casser le cercle de la violence, c'est tout l'intérêt. Les élèves font leur graphique et l'étoffe de données en se posant une série de questions. Qu'est-ce qui a changé? Mes émotions ont changé. J'étais heureux. Comment cela a changé? J'étais heureux les jours 1, 2 et 4. Et puis j'ai été triste le jour 3 et en colère le jour 5. Pourquoi ça a changé? Le jour 3, j'ai oublié mes devoirs de sciences à la maison et ça m'a causé de soucis. Le jour 5, j'ai oublié et parce que c'est arrivé encore, j'étais en colère. Pourquoi ce changement est important? Parce que je peux voir que j'étais triste et en colère. Je peux essayer de me rappeler de ramener mes devoirs tous les jours, ou je peux m'écrire une note pour me faire rappeler ça. S'il n'y a plus assez de points pour faire un cercle, on brise le cercle. C'est oui mais non. Le problème c'est que dans un cas de violence et de harcèlement notamment, comme on disait en fait, en harcelant des gens, c'est mal, on est d'accord. Mais si tu viens bolos les gens qui sont harcelés, enfin pas qui sont harcelés mais qui harcèlent, tu risques du coup de les transformer en tant que harcelés et toi de devenir sur ce point là la personne qui harcèle. Donc en fait tu inverses le cercle mais tu es toujours dans le cercle, ça résout rien, c'est toujours problématique. Il faut casser le cercle de la violence et c'est pour ça que c'est super intéressant ce qu'ils font de justement établir ensemble et de se dire tiens en fait là je fais du harcèlement, je fais quelque chose qui pousse au harcèlement, c'est de la merde, donc on va pas faire ça, on va casser le truc, on va arrêter maintenant. Si on voit qu'on est en train de faire ça, on s'arrête tout de suite. Vous me dites que je fais ça et je m'arrête. Et c'est déjà beaucoup plus intéressant justement parce que tu casses le répressif. Exactement, le répressif ça ne marche pas. Exactement, exactement. Ci-dessus, des graphiques faits... ci-dessus ou ci-dessous? Non, ci-dessous plutôt. Non, non, c'est peut-être ci-dessus. Donc effectivement, ça doit être un des graphiques qui a été fait par quelqu'un. Ça... Ouais, je pense que ça c'est un graphique qui a été fait par quelqu'un, d'accord. Donc ci-dessus des graphiques faits par des élèves pour étudier leur niveau de stress en fonction des situations, des jours et des heures. Le BOTG peut être néanmoins utilisé dans des domaines où ils seront plus originaux, en littérature. Comment l'auteur affecte vos émotions quand vous lisez Harry Potter? En histoire, est-ce que la guerre a toujours fait partie de la civilisation humaine? Non. En science, est-ce que le changement climatique se déroule actuellement? Oh putain oui. Collecter et regrouper, collect and cluster. Comme on l'a vu dans l'exemple sur le harcèlement, il s'agit de collecter toutes les idées autour d'un sujet, d'une question, d'un problème sur des post-it, une donnée par post-it. Ensuite, on les regroupe par familles similaires. Il s'agit de voir comment la structure d'un système provoque son propre comportement, de penser à des hypothèses, de les tester. Ça marche 30 secondes et puis en face ça escalade et donc le répressif escalade et ça marche 30 secondes et après tu repars pour un tour. Exactement, exactement. Empêcher la guerre en Iran, les mauvaises actions, sanctions économiques. Mission d'espionnage, action militaire, embargo, les bonnes actions, plus d'aide étrangère, plus d'aide d'organisation, inspection des Nations Unies pour vérifier qu'il y a fabrication d'armes nucléaires, les mauvaises conséquences, rareté de la nourriture, colère envers les USA, mort d'Iraniens, inflation, les bonnes conséquences, meilleures conditions économiques, pas d'inflation due aux aides étrangères, plus de soutien de la part des civils iraniens envers les USA, réunion productive avec le gouvernement iranien, etc. Donc 1. Identifier le problème, empêcher la guerre en Iran.
2. Sur des post-it, lister tous les facteurs qui peuvent affecter le problème, un facteur par post-it, donc le fameux les mauvaises actions. 3. Mettre les post-it sur un mur ou sur une table, donc l'intégralité de ce qui nous est présenté. 4. Regrouper des post-it similaires ensemble, donc tu fais chacun dans leur petit tas ensemble. 5. Essayer de nommer chaque groupe pour indiquer leurs points communs, donc là par exemple les bonnes conséquences, les mauvaises conséquences, les bonnes actions, les mauvaises actions, ainsi de suite. Et enfin répondre à 2 questions, pourquoi avoir fait un tel groupe de post-it? Comment ce regroupement vous aide à explorer le problème? Ci-dessus, les élèves se sont attelés à la question prévenir la guerre en Iran, puis ont regroupé leurs post-it en différentes catégories, les mauvaises actions, les mauvaises conséquences, les bonnes conséquences. Cette catégorisation a été faite pour mettre en valeur les bonnes actions, c'est-à-dire celles qui selon eux seraient profitables au peuple iranien et qui éviteraient la guerre. Les élèves doivent répondre à 2 questions. Pourquoi avez-vous rangé le post-it ainsi? Comment cette classification vous a aidé à commencer à explorer le problème? Cet exercice peut être utilisé dans différentes matières. En sciences, pourquoi est-ce que la mare à côté de notre école n'a pas de poissons? En maths, est-ce que les façons d'épargner sont similaires ou différentes selon que les personnes soient de faibles revenus, appartiennent à la classe moyenne ou sont riches? En littérature, en quoi les personnages de Shakespeare sont similaires ou différents de vos personnages favoris de films, de livres, de téléfilms? En histoire, comment les gouvernements surveillent leurs citoyens dans la société d'aujourd'hui? Qu'en était-il dans le passé? En cours de bien-être, comment les industries alimentaires vous influencent pour que vous achetiez leur nourriture? En cours de gestion de classe, qu'est-ce qui influence l'engagement des élèves dans ma classe? Etc. Pourquoi est-ce qu'on veut empêcher la guerre déjà? C'est bien la guerre, ça fait du profit. Alors pour les États-Unis, oui. Ça pourrait être intéressant d'ailleurs que je vous fasse peut-être des articles ou peut-être une lecture de sciences sociales justement sur le modèle économique des États-Unis qui notamment se base sur une industrie militaire, se base énormément sur une industrie militaire, sur une machine à guerre. En fait, quand tu étudies un peu sociologiquement parlant comment est-ce que leur économie tourne, comment est-ce que leur politique utilisent leur économie, comment est-ce que leur économie utilise leur politique et ainsi de suite, et que tu essaies de voir en fait les relations qu'il y a, tu te rends compte que c'est vraiment une machine à guerre en fait, c'est des usines à armement phénoménaux, et qu'en fait vraiment ils ont un espèce de cycle qui consiste à déclencher des guerres. Et il est extrêmement rare d'avoir peu de guerres avec les États-Unis. Ils sont constamment et de manière historique en train de faire des guerres parce que c'est comme ça que leur économie marche en fait et qu'elle tourne. Elle se base sur la guerre et sur le fait de vendre des munitions, sur le fait de vendre des armes, sur le fait d'aller récupérer des ressources externes dans d'autres pays en les soumettant notamment par la guerre et ainsi de suite. C'est pas le fascisme normalement qui tourne que grâce à la guerre. Alors non, le fascisme ne tourne pas grâce à la guerre. Le fascisme utilise la guerre et c'est pas la même chose. C'est vraiment une différence notable en fait qui est vraiment importante. Le fascisme n'existe pas parce que la guerre. Alors techniquement tu peux te dire que parce qu'il y a la guerre, du coup on a fait des différences qui du coup amènent à du fascisme et ainsi de suite, c'est potentiel, mais disons que le fait d'être fasciste, ce n'est pas... le fascisme c'est l'État qui utilise la guerre pour l'État, alors que les US c'est le capital qui utilise le gouvernement pour la guerre. C'est un peu... c'est ça. Le fascisme va utiliser la guerre pour pouvoir se défendre et pouvoir mettre en avant son système en fait fasciste. Là où si tu prends le cas des US notamment, la guerre est un moyen et une finalité dans leur système économique. Il faut faire de l'argent, le moyen dont on fait de l'argent dans le cas des États-Unis, c'est la guerre, donc c'est la guerre qu'on met au centre de nos préoccupations, de notre fonction de fonctionner, de notre système économique et ainsi de suite, justement. Pardon, qui utilise la production pour la guerre pour l'État dans le premier cas. Le fascisme, c'est l'État qui utilise la production pour la guerre pour l'État. Hein? Quoi? J'ai pas suivi. Tu peux refaire la phrase en propre du coup? Parce que j'ai du mal à comprendre ce que la phrase que tu voulais marquer. Est-ce qu'il est dispo en ligne ce PDF? Tout à fait. Vous allez sur Hacking Social. Vous avez la commande que je vous ai mis dans le chat. Donc voilà, point d'exclamation HS. Ça vous renvoie vers Hacking Social. Donc vous avez 2 possibilités. La première possibilité, c'est d'aller sur le site hackingsocial.com qui du coup contient tout un tas d'éléments traités, construits par V6, donc l'autrice du présent ouvrage. Vous pouvez chercher notamment En toute puissance, qui est donc le livre que nous sommes en train de lire, qui a 631 pages, hein, c'est un peu complet, on va pas se mentir, et qui est donc sur l'autodétermination et qui traite de pas mal d'éléments différents, qui donc là actuellement est en train de traiter de la motivation intrinsèque, mais on est passé par d'autres thématiques avant et on passera par d'autres thématiques après.
par exemple par Rogers, par le cœur immaculé, par mal de choses comme ça. Donc vraiment très intéressant pour le coup comme dossier. Et sur le site, vous trouverez tout un tas d'autres ressources sur divers sujets en sciences sociales, en hacking social pour le coup. Et après, vous avez la chaîne Horizon Gull, qui est donc une chaîne YouTube qui fait de la vulgarisation de sciences sociales sur pas mal de choses différentes. En ce moment, ils sont en train de sortir des vidéos sur l'autoritarisme, et plus précisément l'autoritarisme plutôt de droite, et c'est vraiment plutôt intéressant aussi. La qualité de vidéo est assez incroyable, et vraiment ils sont très très bons. Ils sont très très bons. Dans le fascisme, tout tourne autour de la guerre à cause de l'idéologie qui inévitablement finit par générer des conflits, donc va orienter sa production et ses citoyens pour ça. Oui, mais du coup, la différence par rapport au capitalisme de guerre qu'on a avec les États-Unis, c'est que le fascisme ne se base pas sur la guerre. C'est pas le point central. C'est ça ce que je voulais dire en fait. C'est que le fascisme ne va pas avoir la guerre comme idéologie centrale, ils vont avoir une idéologie de domination. Et pour faire cette idéologie de domination, ils vont devoir utiliser la guerre. Mais c'est plus une conséquence de leur idéologie que l'inverse. Là où dans le cas des États-Unis et du modèle que les États-Unis ont, notamment économiquement parlant, vous avez une idéologie de la guerre qui est centrale parce qu'elle génère des thunes et qui est pensée comme centrale et comme voulue comme centrale. C'est là-dessus la différence. Alors que dans l'autre cas, c'est pas les industries qui sont orientées pour la guerre par la nécessité de l'État. Les industries sont déjà orientées et vont devoir orienter la société. Oui, c'est ça, exactement. C'est ça la point différence en fait. Pour moi, c'est une différence qui notamment est important. Mais voilà. Et bonjour les Cario, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Bon, vu que tu dis bye, c'est que tu dois être fatigué. C'est que tu dois être un peu surmené par le travail. En même temps, tu travailles dans une entreprise de merde. Je sais, je tacle dès le début, hein, mais tu travailles vraiment dans un endroit qui est pas foufou. Hein. T'as du courage, hein, ou la nécessité plutôt. Mais bon courage, voilà, c'est tout ce que je peux dire. Nope, je viens de me réveiller. Ah, juste tu viens de te réveiller. Bon bah ça va alors, ça va. Donc on est sur la lecture de sciences sociales, on est toujours sur En toute puissance. On est en train de faire la partie construction, donc les exemples concrets d'utilisation de la motivation intrinsèque. On va s'attaquer à la boucle de rétroaction, le feedback loop. Il s'agit de voir comment les parties d'un système affectent les autres, créant des boucles, des cercles vertueux ou vicieux, s'affectant les uns les autres. Il y a deux natures de boucles, celle qui renforce les feedbacks, créant la croissance ou le déclin dans le système, celle qui équilibre et qui maintiennent une stabilité du système en le corrigeant. Ici, on pose d'abord un problème, sur l'image page suivante. Pourquoi est-ce que je suis fatigué tout le temps? Et puis on expose tous les facteurs liés au problème. La question à se poser, c'est quand un facteur change, augmentant ou diminuant, quel est l'impact sur un autre facteur? Si on peut y répondre, c'est qu'il y a une relation sur les facteurs trouvés. Il y a effectivement une boucle sur laquelle on peut réfléchir et puis changer. On peut utiliser les boucles de feedback dans diverses matières et pour différents problèmes. Hop, je ne suis plus là-dessus. Tac. Science. Quel est votre impact sur l'environnement? Maths. Comment une entreprise fixe le prix d'un objet que vous aimez? Littérature. Comment les actions des personnages impactent l'intrigue? Histoire et études sociales. Quels sont les effets de la pauvreté aux États-Unis? Bien-être. Pourquoi l'obésité est un problème aux États-Unis? D'ailleurs, la manière dont la propagande militaire est présentée aux US, que ce soit les pubs qui sont dans la démo de jeu ou les films, ouais. Par nécessité, en effet, j'ai besoin d'une rentrée d'argent et Carrefour est le seul magasin qui m'a appelé. Et bah ouais, courage, hein, courage. Surtout que, encore une fois, celui-là, je le connais. Je connais quelqu'un qui y a travaillé, notamment Anémone. Je sais pas si Anémone est dans le fond. Est-ce que Anémone est caché là dans le fond? C'est possible. Anémone y a travaillé quelques années. On peut pas dire qu'elle apprécie outre mesure la structure. Oui, à celui-là. Oui. À celui-là, précisément à celui-là. Donc c'est pour ça que je sais à quel point ça pue dedans. Niveau organisation, il y a plein de trucs à remettre en question. Voilà, il y a plein de choses à remettre en question. Beaucoup de choses à remettre en question. Mais après, moi j'ai travaillé dans un autre Carrefour par contre. Pas celui-là, mais j'ai travaillé dans un autre Carrefour. Et pareil, ce que j'y ai vu est vraiment un problème systémique. C'est là où tu vois qu'il y a un réel problème de manière de fonctionner en fait. Tu as vraiment des choses qui se sont passées qui étaient mais incroyables. Là, on va s'éloigner du coup un petit peu du sujet de En toute puissance. Mais pour vous donner un petit exemple, quand j'ai travaillé à un autre Carrefour, donc à un autre magasin, il s'est passé des trucs que j'ai juste trouvé mais aberrants en termes d'organisation. Par exemple, à un moment donné, il y avait de la grogne parce que, en gros,
Ils avaient une certaine forme d'organisation, certaines équipes se chevauchaient, par exemple les équipes du matin qui s'occupaient du stock avant que les clients s'occupaient avant que les clients arrivent, et une partie de la matinée où il y avait notamment un client qui accédait au magasin, les personnes du stock étaient encore là et pouvaient du coup notamment continuer à remplir les rayons ou s'occuper en tout cas du stockage qui est en arrière-magasin, donc pas visible des clients. En même temps que vous aviez les équipes du matin qui étaient là pour assurer le service pour les clients, tout ça, tout ça. Et à un moment donné, tu sais pas pourquoi, c'est la direction qui a décidé qu'il fallait mieux optimiser les emplois, que c'était pas bien pensé. Donc ils ont fait une première action, c'est qu'ils ont changé les horaires. La première action qu'ils ont fait en changeant les horaires, c'est que par exemple les personnes qui travaillaient pour le stock ont commencé 3 heures plus tôt. Et du coup finissaient 3 heures plus tôt. Ok, cool. Sauf que du coup ça entraîne la deuxième conséquence. Les différentes équipes ne se croisaient plus. Donc les gens qui récupèrent les ressources déposées par les magasins, par les camions et tout ça, ne voyaient plus, n'étaient plus en contact avec les gens qui mettaient dans les rayons la journée, qui s'occupaient des rayons la journée. Très intelligent. Et en plus de ça, du coup, ils commençaient beaucoup plus tôt, même s'ils finissaient beaucoup plus tôt. Donc en gros, ils travaillaient de nuit, quoi, concrètement. Étonnamment, ça a levé plein de problèmes. Déjà, les gens, ils ont grave râlé comme l'enfer parce que changer les horaires comme ça, c'était une décision de merde, sans leur avis ni quoi que ce soit. C'était con, quoi. Profondément, c'était con. Et derrière, en plus, ça posait plein de problèmes de logistique parce que du coup, comme les équipes ne se croisaient plus, elles pouvaient plus se mettre d'accord sur comment bien optimiser certains trucs, comment justement s'arranger en fonction de leurs besoins respectifs et compagnie. Ce qui fait que ça a entraîné plein d'emmerdes de produits qui étaient perdus parce qu'on savait qu'ils avaient été récupérés du camion de livraison le matin, enfin la nuit. Mais par contre, on savait pas forcément où c'était. Et puis, comme t'as plus personne de l'équipe du stockage pour les vendeurs le matin, vas-y pour savoir où est-ce qu'il est, quoi, quand tu sais pas où il est. Donc, du coup, c'était fun, c'était génial. Étonnamment, ça a fait des grèves. Étonnamment, ça a fait des grèves. C'est bizarre, hein, c'est bizarre. Mais bon, bref, que des trucs comme ça où tu fais, voilà, l'organisation du cul, quoi. Et ça, tu vois que c'est des problèmes qui sont systémiques dans le sens où c'est une manière de fonctionner qu'il y a au niveau de la direction qui est inhérente au problème, en fait, du groupe. C'est le groupe qui a une manière de fonctionner, de vouloir faire des réformes, notamment dans leur fonctionnement, qui sont complètement stupides. On est toujours sur la même idée capitaliste et un peu nulle que la direction sait. Il faut forcément des gens qui sont des managers, ce qu'on a appelé des planeurs dans le livre de Dujarier qu'on avait lu ensemble il y a de ça quelques temps, où justement l'idée c'est vous avez des gens qui ne connaissent ni de près ni de loin le travail en tant que tel parce qu'ils ne sont pas là à effectuer les mêmes tâches, mais qui pour autant vont être les personnes qui vont vous dire comment vous devez faire cette tâche là, comment vous devez vous organiser, ainsi de suite. Sauf que du coup vous tombez forcément sur des choses qui sont dysfonctionnelles parce que ça ne colle pas à la réalité du terrain, ça ne colle pas aux besoins des travailleurs, ça ne colle pas à l'expertise des travailleurs qui sont sur le terrain. Et du coup, forcément, ça marche pas, quoi. Ça ne marche pas systématiquement. Mais bon, bref, voilà. C'était une petite aparté, parce que ça m'arrive tout le temps. On va se recentrer sur, quand même, un peu la lecture. Les cartes causales, donc. Elles montrent les relations dans le système. Les relations entre les actions et les effets dans le système. Graphiquement, on peut voir qu'il s'agit de coupler de nombreuses boucles de feedback. Mais on peut d'abord faire la carte causale, puis en extraire des boucles spécifiques. On identifie un problème, on liste tous les facteurs. Ensuite, on lit ces facteurs, et puis on répond à quelques questions en fonction de la problématique qui est le bruit dans le hall. Image, page suivante. Quelle relation voyez-vous dans la carte? Il y a un lien entre le nombre d'élèves dans le hall et le bruit du hall, les discussions entre élèves et le bruit du hall, les réunions des professeurs et le bruit du hall. Est-ce que vous y voyez des boucles de rétroaction? Oui. Le nombre d'élèves attendant l'ascenseur augmente le nombre d'élèves qui se faufilent furtivement sans passer par l'ascenseur, et augmente le nombre d'élèves qui vont dans l'ascenseur. Puis encore, d'autres élèves attendent l'ascenseur pour se faufiler dedans. Y a-t-il des points qui peuvent faire levier dans la carte? Si nous améliorons le système pour contrôler les élèves dans l'ascenseur, moins d'élèves attendront l'ascenseur, ou tenteront de s'y faufiler. Donc il y aura moins d'élèves dans le couloir. On peut utiliser des cartes causales dans d'autres matières, et pour différents problèmes. Par exemple les sciences. Comment la construction d'un nouveau gratte-ciel pourrait affecter le centre de Manhattan à New York City. Maths, comment les méthodes d'épargne impactent la vie des personnes. Histoire et sciences sociales, comment l'oppression, le pouvoir et la rébellion pourraient-ils être des facteurs dans l'avènement d'une révolution. Bien-être, comment le gouvernement s'y prend pour changer notre alimentation. Gestion de la classe, comment une classe construit sa confiance et son respect. Voilà. Et donc là, vous avez le fameux schéma donc, qui est mis en avant. Donc les problématiques, pourquoi je suis fatigué tout le temps, les astuces donc pour déterminer si les boucles se renforcent ou s'équilibrent,
Et vous avez tous les petits éléments qui rentrent en compte. Donc ça c'était ce qu'on avait vu tout à l'heure hein, sur la fatigue. Je vais pas vous refaire tout parce qu'on a lu le texte qui en soi expliquait tout ça. Le café c'est la vie. Oui et non. En vrai, je pense que je vais pas trop tarder à me faire un café moi. Je viens de finir ma tasse là, voilà, elle est vide. Donc je pense que le prochain coup, je vais aller me faire un café. Je vais mettre un petit café dans ma tasse. Ça sera bien. Ça sera bien. Alors, enfin, on peut coupler tous ces outils pour traiter une question. Par exemple, pour une étude sur le stress, les élèves ont d'abord fait des graphiques de leur niveau de stress sur quelques jours. BOTG, donc c'est la technique hein, qui était utilisée avant. Puis ils ont réfléchi à tous les facteurs engendrant du stress. Les ont collectés et groupés d'exercices avec les post-it. Ensuite, ils ont créé des cartes causales montrant tous ces facteurs et les relations entre ces facteurs. L'enseignant leur a demandé de dégager de ces travaux des boucles de feedback que l'on pouvait trouver dans des cartes causales créées. Une fois les boucles trouvées, les étudiants ont pu voir quel point ils pouvaient tenter de modifier pour changer tout le système. Ils ont testé ce changement, puis ont à nouveau fait des graphiques de leur niveau de stress, afin de voir si leurs hypothèses s'avéraient efficaces. Ça c'est quand même grave intéressant, hein. C'est vraiment grave intéressant. J'en bois pas mais j'avoue que j'en aurais besoin. Mais c'est trop bien le café, moi j'aime le café. J'aime beaucoup trop le café. En plus là j'ai des petits trucs de cappuccino. Excellent, excellent. Donc voilà, là vous avez un exemple de carte causale, donc je vais pas vous refaire tous les détails, hein, je vous laisse regarder. Encore une fois, vous trouvez toutes les ressources sur Hacking Social. Je reviens de ma cuisine pour voir le graphe. Migraine Intensified. Oui, mais c'est la carte causale du stress. Non, ça c'est la carte causale du bruit dans le hall, pardon. Ça c'est la carte causale du bruit dans le hall, et donc ça leur fait la possibilité de voir les relations donc, entre les différents éléments, pour voir sur quoi est-ce qu'ils peuvent agir, et quand ils agissent, voir si oui ou non ça a marché, ça a réduit le bruit ou pas. C'est vachement intéressant. J'ai mes maux de tête de stress qui reviennent. J'espère que ça va aller. Esprit critique et art du débat constructif. Les jeux présents dans les missions et niveaux de boss sont parfois conçus directement dans les Quest School où se trouve un laboratoire ouvert à tous. Les élèves eux-mêmes participent au game design. Comme on l'a vu, Socratic Smackdown est par exemple intégré dans la mission d'histoire, mais utilisé dans bien d'autres disciplines. Il s'agit d'apprendre à débattre et à discuter de façon constructive et analytique autour d'un sujet, d'un texte, avec un esprit critique et dans le respect de ses interlocuteurs. Cela peut, à mon sens, servir tant à réfléchir collectivement à des sujets concernant une discipline en particulier, que pour la sociabilité au quotidien, mais également pour analyser des débats où qu'ils se tiennent lieu. Concrètement, des équipes de 4 à 6 élèves discutent de textes et utilisent des sources pour créer des liens, poser des questions qui incitent à la réflexion. Les élèves gagnent des points chaque fois qu'ils apportent une contribution constructive à la discussion, et ils perdent des points s'ils manifestent des comportements irrespectueux tels que l'interruption de leur coéquipier. Voici par exemple quelques critères. Se mettre d'accord, plus 1. Je suis d'accord, et construire un argument. Être en désaccord, plus 1. Je suis pas d'accord, parce que, pour réfuter un argument. Question, plus 1. Poser une question pour obtenir plus de détails sur l'argument de quelqu'un. Utiliser des preuves, plus 2. Utiliser une citation de texte pour appuyer un argument. Avocat du diable, plus 2. Poser une question ou présenter une situation qui va à l'encontre de l'argument d'une personne. Connecter, plus 2. Lier des arguments d'une personne à ceux d'une autre personne. Distraire, moins 1. Distraire l'équipe ou la classe. Insulter, moins 1. Être irrespectueux envers une autre personne pendant la discussion. Interrompre, moins 1. Parler pendant que quelqu'un d'autre parle. Selon leurs habitudes de jeu, l'enseignant ou l'enseignante peut fournir des questions préécrites, afin qu'ils se préparent. L'idéal à terme est qu'ils forment eux-mêmes leurs propres questions autour du texte. Parfois, les enseignants et les enseignantes peuvent donner des jetons de parole aux élèves, afin que chacun participe. Tout le monde devrait pouvoir participer. Ils veillent aussi à ce que personne ne domine la discussion, et ces jetons peuvent aider à une participation équitable. Parfois, ils ajoutent aussi un jeu de rôle pour les élèves. Le directeur pose des questions importantes pour que la conversation se poursuive. Le détective maintient la conversation enracinée dans le texte en utilisant des preuves. Il cite des éléments du texte à discuter. L'avocat ouvre le débat en utilisant des idées controversées pour éveiller les membres de l'équipe. Les membres de l'équipe défendent donc plus profondément leurs opinions ou développent une perspective différente. Il est utile que les avocats anticipent les opinions courantes et leurs contre-arguments avant la discussion. Est-ce qu'on peut cast séduction sur le boss? Si t'es barde, est-ce que tu peux tenter un truc avec la prof? Ça serait tellement beau.
Eh bonjour monsieur. Vous avez vu? Je suis barde. Alors, est-ce que j'ai droit à un point en plus? Ça marche, ça marche. Je suis sûr que ça marche. Tu remplaces le Hadoken par l'allégorie de la grotte. Allez. Allez, il y a moyen de faire des trucs, hein. Il y a moyen de faire des trucs, hein. Il y a moyen de faire des trucs. Tellement beau. J'appelle les flics. Mais non, mais non, mais non. Mais non. Pas tout de suite. On en était où? On était là. Évaluation par les professeurs. Comme nous l'avions déjà dit, il n'y a pas de notes ni d'évaluation classique. Généralement, le professeur observe et remplit une grille qui permet de définir si la compétence est plus ou moins acquise selon les standards américains. D'autres standards spécifiques à Quest to Learn sont parfois ajoutés. Communication, travail en groupe, pensée systémique, etc. Voici un exemple de compétence officielle et la façon dont elle est mesurée. On avait Matrix, nous, pour la caverne, et Noël. J'ai toujours pas vu le Matrix. Le 4ème Matrix, je l'ai toujours pas vu. J'ai eu beaucoup de retours dessus. Des gens qui m'ont dit non, c'est de la merde, c'est pas du tout comme les autres. Et d'autres qui m'ont dit c'est vachement bien, c'est pas du tout comme avant. Du coup, au vu des personnes qui m'ont dit qu'ils aimaient pas et de pourquoi est-ce qu'ils aimaient pas, je pense qu'il y a de grandes chances que j'apprécie. Concrètement, il y a des chances que j'apprécie le nouveau. Je l'ai pas encore vu, mais vu les retours que j'ai eus, je pense qu'il y a moyen que j'apprécie. Et bonjour Abim, comment vas-tu aujourd'hui? J'espère que tu vas bien. On est en pleine lecture de sciences sociales sur En toute puissance de Horizon. Enfin de Horizon, non pas d'Horizon justement, de Vici Saxo. Horizon Gull, c'est leur chaîne YouTube, mais il y a plusieurs. Je confirme, c'est vraiment mauvais, une insulte à l'œuvre originale. Encore une fois, moi, vu les retours que j'ai eus, je pense qu'il y a moyen que... Voilà, c'est exactement comme Ardyn. C'est exactement comme Ardyn. J'ai eu les mêmes retours, génial ou détestable. Mais ceux qui trouvent ça détestable ont des opinions qui en général sont contraires aux miennes. Et vu que justement les gens avec qui j'ai échangé qui m'ont dit non vraiment c'est de la merde, c'est une bouse, je sais que sur beaucoup de choses on n'est pas du tout raccord. Je pense que je vais aimer. Donc du coup je pense qu'il y a moyen que j'apprécie Matrix. Je pense qu'il y a moyen que j'apprécie Matrix 4. On parle de Matrix 4. On parle de Matrix 4 et du fait que y a des gens qui sont partis dans les deux sens. Soit c'est génial, soit non c'est une grosse honte. Et que du coup en général les gens qui m'ont dit que vraiment ça allait pas, c'est des gens où je sais qu'on n'a pas les mêmes goûts. Genre vraiment pas, on n'a pas les mêmes opinions, pas les mêmes goûts. Et je pense que du coup y a des chances que moi j'apprécie. Je pense qu'il y a des chances que moi j'apprécie. Est un film Ben est un film qui te dit que tu regardes de la merde au ciné de nos jours. Ben est un film qui te dit que tu regardes de la merde au ciné de nos jours. Je connais pas Ben. Je sais pas ce que c'est. Sur ce, je vais y aller. Bonne journée à vous. Et bonne journée à toi, Ardyn. Merci d'avoir été là ce matin. J'espère que tu as passé un bon moment. Et puis, des bisous. Des bisous. Je vous le souhaite, mais pour moi, le vrai Matrix 4 de l'année, c'est Don't Look Up. Et typiquement, tu vois, il y a pareil des gens qui m'ont dit ah, mais Don't Look Up, c'est tellement incroyable, c'est tellement bien pensé. Et mon avis, c'est que Don't Look Up, ça se mouille pas trop. Ça se mouille vraiment pas trop. Ils ont pris des trucs qui marchent très bien en ce moment, notamment le fait de critiquer justement pas mal de déni et tout ça quoi, et que ça va pas beaucoup plus loin et que en vrai un épisode par exemple de Futurama critique est beaucoup plus satirique que Don't Look Up pour moi. Vraiment je trouve que Don't Look Up il y a tellement de trucs qui sont vraiment pas ouf, pas incroyables. Que voilà quoi, enfin moi ça m'a pas transcendé. Ben en chinois ça veut dire stupide, c'est marrant. Ah ouais. La notation de Nevio t'es remontant. Oui et non en fait, t'as plein de manières de le traiter et de faire ça de manière plus je trouve plus satirique notamment et mieux travaillé. Je trouve que là pour le coup il y a un côté qui est vraiment comment dire, dans Don't Look Up j'ai vraiment trouvé un côté de dire vous voyez nous on fait des films, on est là pour critiquer, donc on va critiquer mais en fait on va pas vraiment aller dans le fond du truc, en fait on va regarder, on va vous dire que le déni c'est mal, tout ça.
Mais en fait, j'ai plus l'impression de voir juste des gens qui veulent faire un film et que le film marche et sans trop aller dans le fait de dénoncer ce qui devrait être dénoncé, ce qui devrait être satirique et compagnie. La manière dont ils ont fait les personnages est ridicule, dans les archétypes absolus mais poussés à l'extrême et qui du coup ne sont pas très réalistes. Je trouve que justement, si tu veux faire un film qui est satirique, tu peux faire des personnages, et une comédie aussi, qui sont beaucoup plus réalistes. Là, quand tu vois notamment le fils de la présidente, qui du coup est le bras droit de la présidente, il est d'un ridicule sans nom, et ils le font exprès. Alors d'accord, c'est voulu, y a pas de souci, mais je trouve que du coup, c'est pas, ça colle pas bien en fait, et ça dénonce pas, parce que du coup ça donne un côté non réaliste. Je voulais dire Ben et pas Ben. Ah, c'est juste Ben le nom du film? Je connais pas. Ok. Mais c'est pour ça que je trouve qu'un Futurama au final est plus intéressant, plus travaillé, parce que finalement leurs personnages qui peuvent être extrêmement satiriques à plein de moments, au final sur plein d'autres moments ne le sont pas et sont très vrais, ont des réactions très vraies. C'est pour ça que je trouve que globalement Don't Look Up ça m'a pas transcendé. Vraiment j'ai trouvé que bah en fait au final c'est très convenu, c'est très et trop convenu. Dans Don't Look Up je trouve qu'il y a un côté dévitalisant de la lutte en fait. Ouais. C'est caricatural, c'est grossir le trait pour faire ressortir les contours. Alors je suis d'accord, mais tu peux le faire de plein de manières différentes en fait, la caricature et grossir le trait, tu peux le faire de plein de manières différentes. Là, je trouve que c'est mal géré. Voilà, après chacun ses goûts, effectivement, moi c'est mes goûts personnels, et mes goûts personnels me font dire que Don't Look Up, je trouve que c'est pas ouf. Je me suis globalement ennuyé, c'était pas incroyable. Oui, c'est vrai qu'en tant que scientifique, en tant que personne qui a travaillé dans les sciences sociales, ben non mais j'y arriverai pas, Castigmat. Je trouve que en tant que personne qui a travaillé dans les sciences sociales, je constate qu'effectivement il y a des mécanismes qui sont montrés dans Don't Look Up qui sont très vrais au niveau du déni, notamment par des instances, on va dire, de direction. C'est vrai. Mais je trouve que pour le coup, c'est pas du tout la meilleure manière de le traiter. Je trouve que c'est pas un film qui est très intéressant. Et qu'au contraire, finalement, des choses comme par exemple les Simpsons ou Futurama ont une manière de critiquer satirique qui est plus intéressante. Pour mes goûts. Pour mes goûts, encore une fois. J'ai aimé Don't Look Up, mais je fais pas la même critique de la société. J'ai aimé Don't Look Up, mais je fais pas la même critique de la société. C'est-à-dire, je comprends pas. Enfin, je comprends pas. Comédie sur 20, satire 0,5. Ouais, d'accord, oui. Tu trouves que c'est pas du tout une bonne satire, mais que c'est une bonne comédie. C'est ça, c'est que moi, au final, on l'a présenté comme une satire incroyable et tout, comme une grande vérité. Et au final, mon retour, c'est juste. Ouais, c'est une comédie si vous voulez, mais niveau satire, on est bof. C'est un peu ça, voilà. Oui, car donc. Non, mais j'ai pas suivi, c'est trop tard, je suis trop loin là, je suis parti trop loin. Désolé, Castigmat, je n'y arriverai pas. Je n'y arriverai pas, désolé. Je vais repartir du coup sur le texte quand même. Donc, ça c'est une grille d'évaluation, donc stratégie. Assiste aux discussions préparées après avoir lu ou étudié le matériel de l'étude. S'appuie explicitement sur cette préparation en se référant à des éléments de preuve sur le sujet, le texte ou la question pour sonder et réfléchir sur les idées en discussion. Excellent. Viens avec le matériel requis, complété par des annotations ou des notes. Utilise les preuves textuelles correctement plus de 5 fois au cours d'une conversation. Analyse les preuves textuelles en comparant plusieurs éléments de preuve et en synthétisant le sens. Définition du dico ben adverbe et interjection 1. Adverbe rural bien. T'es ben que oui peut-être bien que oui. 2. Interjection familier et bien. Ben quoi? Merci beaucoup pour la petite bite. Mais quand je te dis que j'ai dépassé et que j'y arriverai pas, c'est qu'il faudrait que je remonte la feuille de conversation pour revoir la phrase avec ce que tu dis et voilà, je suis désolé. Moi je te comprends, mais j'ai pas le temps de leur expliquer. Mais c'est pas grave sinon, c'est pas grave. C'est pas grave. L'important c'est le texte. Je vous jure, l'important c'est le texte. Donc satisfaisant. Viens préparer avec le matériel requis, quelque peu complété et avoir lu, étudié le texte ou le sujet. Utiliser les preuves textuelles correctement 2 à 4 fois au cours d'une conversation. Analyser les preuves textuelles en donnant une explication des preuves et besoin d'amélioration. Ne viens pas préparer avec le matériel requis ou n'a pas lu, rechercher le texte et ou le sujet. Utilise les preuves textuelles une fois correctement ou pas du tout pendant la conversation. Ne donne aucune explication de la preuve textuelle. Je sens que Castigmat est traumatisé par la mort de l'oncle Ben. C'est ça, celui qui faisait du riz. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Je
Je propose un trade dans le Guilded, ouais voilà c'est ça. Allez faire une explication dans le Guilded peut-être. Peut-être. Un modèle clair et reproductible. On pourrait évidemment reproduire tel quel les missions et quêtes en terrain scolaire en suivant les packs. L'utilisation d'outils ou de jeux comme le BOTG ou Socratic Smackdown ne demande aucun aménagement particulier, si ce n'est d'y consacrer du temps et de l'attention. C'est juste une autre façon d'étudier une question. Cependant, la question de reproduire ce modèle va à mon sens plus loin que de suivre ces packs dans l'environnement dans lequel ils ont déjà eu cours. Si on creuse le modèle, on pourrait appliquer sa recette dans d'autres environnements, y compris pour game designer. Ben Matrix c'est un film qui dit que nous regardons des films de merde au ciné de nos jours. Cœur, 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 cœur. Merci. Là j'ai compris. Là j'ai compris la phrase maintenant, c'est bon. Ça s'est reconnecté dans ma tête. C'était compliqué, mais là ça y est, c'est connecté. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour la petite bite au passage. Du coup oui, c'est ok, d'accord. Je comprends la phrase maintenant, ça y est, c'est bon, j'ai capté. J'ai capté. Désolé. Je suis long à la détente. Je suis long à la détente. Mais merci. Du coup, on disait, si on creuse le modèle, on pourrait appliquer sa recette dans d'autres environnements, y compris pour game designer, pour game designer autre chose que l'apprentissage. On pourrait game designer des formes de travail déjà autonomes, en évitant à la fois les écueils de l'éducation classique, mais aussi ceux de la gamification ou du serious gaming. La clé serait de viser l'intrinsèque à chaque étape du game design, que ce soit à travers les motivations comme à travers les buts intrinsèques. Pour le reste, il s'agirait pleinement de game design. Globalement, il faudrait donc des buts intrinsèques, composés de problématiques mystérieuses, de projets constructifs, de résolution de problèmes, etc., qui seraient poursuivis via des quêtes, qui seraient composés de micro-buts, d'actions, de feedback, constants, informatifs, non jugeants, sur les actions et les buts. Le tout se ferait dans un espace qui laisserait de la place au play, au mouvement libre, aux motivations intrinsèques, autonomie du joueur, qui peut prendre des décisions, mettre en œuvre des façons de faire personnelles et ou collectives, etc. Ça, typiquement, c'est la manière dont est rédigé le texte en vrai. Hein. De toute manière, si vous regardez comment est rédigé en toute puissance, c'est fait avec une logique justement de game design. On est sur un côté où on a mis du game design dans la manière dont est fait l'ouvrage, et c'est ça aussi qui le rend aussi intéressant en vrai. Ça fait partie des points d'intérêt. Bien sûr que ce qu'il décrit, ce qu'il met en avant est très bien pensé, très bien écrit, et je trouve que c'est bien formulé, ça, voilà. Mais la manière dont c'est fait, la forme, le forme justement game design, avec des espèces de quêtes et ainsi de suite, fait que justement, au-delà du contenu qui en lui-même est intéressant, tu as une forme et une manière de prendre ce contenu, de l'intégrer, qui je trouve est vachement intéressant, vraiment vachement intéressant. Bon Ben, maintenant que tu as compris, tu vas apprendre que je suis très rancunier. Gwened troll Macron, 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 Macron est nul, Macron, Macron, Macron. Je suis d'accord que Macron est nul, c'est vrai. Merci beaucoup pour la petite bits. Je vais boire mon café à Pluche. Et ben à Pluche, bon café à toi. Bon café à toi. Transformer le contenu en partant des buts signifiants intrinsèques en situation en créant un besoin de savoir. Rogers le mentionnait déjà. Souvent les élèves ne voient pas le but de l'apprentissage transmis. Certains savoirs leur paraissent aussi socialement inutiles que d'apprendre par cœur une série de syllabes insensées. Pour rendre signifiant le savoir, Quest to Learn réussit à mettre en valeur son but, tout simplement en exposant un problème, une question à investiguer, une problématique intéressante qui a un écho plus ou moins direct avec leur vie. Par exemple, on a vu qu'ils étaient penchés sur la guerre en Irak, le harcèlement scolaire. Parfois, cette question est intégrée dans une fiction, un rôle fictionnel, être un espion pour un empereur, faire du renseignement, etc. Le but est toujours intrinsèque. Jamais il ne s'agit d'obtenir une récompense ou un résultat dans une hiérarchie de notes ou de popularité, mais de résoudre un problème complexe. On rappelle que dans ce système-là, vous n'avez pas de notation. Tout à l'heure, il parlait de points, mais en fait, ce sont des points d'expérience. Ce sont des points pour apprendre une maîtrise, et quand vous avez une maîtrise, une compétence qui est considérée comme maîtrisée, c'est juste que sur votre profil, vous pouvez dire j'ai, sur votre fiche de personnage, quoi, en gros, d'élève, vous pouvez dire j'ai acquis cette compétence. Mais vous n'avez pas de classement de notes. Il n'est pas mis en avant le fait de dire regarde, moi j'ai mieux réussi cet examen que toi. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et si vous échouez un de vos tests, et ben c'est pas grave, vous avez échoué, on s'en fout, c'est pour mieux recommencer plus tard. Ce n'est même pas compté que vous avez échoué. Puisque c'est juste que bah là, vous avez travaillé peut-être, mais c'était pas encore suffisant pour intégrer le truc, et bah c'est pas grave, vous êtes encore en apprentissage, c'est tout. Et c'est vraiment plus intéressant, c'est vraiment beaucoup plus intéressant. Quest to Learn parle souvent de créer un besoin de savoir. Le but pose un problème qui lui-même demande des compétences, des collectes d'informations,
des tests, des créations pour permettre sa résolution. Pour faire l'espion, il a besoin de comprendre le territoire, cartographie, géographie, etc. L'histoire et la géopolitique du lieu, la culture et la société des territoires, et savoir synthétiser et analyser toutes ces informations. A l'inverse, la scolarité classique peut aussi poser des problématiques, que ce soit le problème de maths ou la problématique d'une rédaction, mais elle est contrainte, serrée, enfermée dans un cadre extra-sec. On doit résoudre le petit problème pour démontrer ses compétences en maths, afin de s'entraîner à la technique de calcul, être jugé positivement, avoir une bonne note, ne pas échouer. Au fond, la question du problème de maths est accessoire, décorative, elle n'est pas vraiment le but recherché. Alors qu'avec Quest to Learn, la problématique est un tout, et toutes les disciplines seront bonnes pour tenter de la résoudre, les compétences et savoirs devenant des moyens de parvenir à des réponses. Idem pour des problématiques telles que celles posées en philosophie. Certes, il y a la liberté d'aller chercher les philosophies souhaitées pour y répondre et que leur tricotage est autonome. Il n'en reste pas moins que cet exercice de la dissertation est perçu comme une évaluation, faite pour juger de la compétence. Compétence qui peut être perdue d'une dissertation à une autre. Le problème posé, quand bien même il pourrait vraiment intéresser l'élève, il va y voir un écho dans sa vie où la société n'est pas la vraie finalité de l'exercice. Au fond, il s'agit de juger la compétence et le savoir de l'élève. Mais il y a un classement qui est « moi j'ai cette compétence et pas toi ». Mais ça n'a pas de sens, en fait ce n'est pas un classement. Il n'y a pas de classement, on ne va pas dire « toi tu es un meilleur élève que l'autre parce que tu as plus de compétences ». Vous n'avez pas les mêmes compétences, c'est ça ce qui va être dit, c'est vous n'avez pas les mêmes compétences. Il a peut-être cette compétence, très bien, et que toi tu ne l'as pas, très bien, mais toi tu as cette compétence et lui il ne l'a pas. C'est pas grave, on s'en fout, ce n'est pas important. L'idée justement c'est que ce qui est mis en avant c'est la coopération, on n'est pas dans un système où on va dire regarde, toi tu es mieux que lui, toi tu es moins bien que lui, parce que lui il a une meilleure note, lui il a une moins bonne note. On va pas mettre en avant ça, c'est pas ce qui va être mis et utilisé. Or c'est ce qui est fait dans l'éducation classique. Dans l'éducation classique on va dire regarde cet élève là c'est le bon élève de la classe, regarde lui il a 18. Là tu as une compétence, ok, c'est pas grave. Si un élève se retrouve sans compétence, c'est l'élève ou le système qui est questionné. Bah ce sera le système. Parce que justement, c'est ce qu'ils disent. Le truc, c'est que tu n'as pas à ne pas avoir de compétences. Tout à l'heure, il donnait l'exemple qu'il y avait un des élèves, ou une des élèves, je sais plus, qui adore faire des cartes. Faire des cartes, des cartes du monde, des cartes fantastiques du monde, dessiner des cartes qui représentent des terres, des pays, des régions, et ainsi de suite. Et ça, c'est un truc qu'elle fait de son côté dans sa vie personnelle. Et ben, t'as un des enseignants qui a dit, bah, tu mets le fait que tu as la maîtrise de la compétence cartographie. Tu mets que dans ta fiche personnage, tu as la compétence cartographie. Parce qu'elle est douée là-dessus. Et pourtant, c'est pas un truc qu'elle a appris de près ou de loin dans l'école. Justement, on va prendre des compétences qui sont diverses et variées, qui peuvent provenir de ce que tu as vu à l'école, comme d'ailleurs. Ça n'a pas de sens, en fait, de vouloir absolument centrer et surtout vouloir comparer ce système-là, enfin, pas comparer, mais analyser ce système-là à l'aune du système de l'éducation classique, en fait. C'est là où il y a un truc qui ne passe pas. Et bonjour Lokira, bonjour à toi, comment vas-tu aujourd'hui? J'espère que tu vas bien, bienvenue. Mets-toi bien sur le stream des Fougères. On dirait le truc de Miss Dadou, ça. Hein. Bah oui, c'est Miss Dadou, ça. Je me disais, je connais ce genre d'image. Je connais ce genre d'image. Je connais cette emote. Bienvenue, on est en pleine lecture de sciences sociales, on est sur En toute puissance de V6 Axo. Si tu es curieux ou curieuse, n'hésite pas à mettre point d'exclamation HS, ça te donnera les liens vers le blog depuis lequel on a pris donc, cet ouvrage, qui est en accès libre, hein, je tiens à le dire d'ailleurs en PDF. Ou également vers la chaîne YouTube Horizon Gull, à laquelle elle participe et qui fait pas mal de vidéos sur la vulgarisation de sciences sociales. Et actuellement, ils sont en train de faire des dossiers sur l'autoritarisme et l'autoritarisme de droite. Voilà. Donc du coup là on est sur une partie où en fait on parle de game design dans l'éducation. Et plus particulièrement on parle du fait que dans ce système là on ne met pas de notation, on va pas mettre des notes, on ne va pas mettre de classement entre les élèves. Avoir ou ne pas avoir une compétence n'est pas grave, ce n'est pas important. Ce qui va être important, c'est que la personne va se plaire dans ce qu'elle fait. Et comme elle va se plaire dans ce qu'elle fait, elle va être d'elle-même amenée à faire des choses et à développer des compétences. C'est pour ça que tu as Céron qui nous dit si un élève se retrouve sans compétences, est-ce que c'est l'élève ou le système qui est questionné? Ça n'a pas de sens d'avoir un élève qui n'a pas de compétences. Parce que justement, le principe, ça va être qu'on a des gens qui vont être passionnés par tel ou tel truc et qui vont aller développer cette compétence. Donc en fait, ça n'a pas de sens d'avoir un élève qui, à la fin, n'aurait pas de compétences. C'est vraiment le problème qu'il y aurait, c'est de se dire, s'il y avait un cas improbable où ça arrivait, le problème est le système. Comment ça se fait que l'élève n'a pas pu trouver un terrain, n'a pas pu trouver un sujet qui lui plaise
comment c'est possible que sur l'année, il n'y a rien qui lui a donné envie, sachant qu'il n'y a pas d'obligation à travailler les choses. Donc l'élève peut travailler ce qu'il veut. On va lui mettre des missions et elle va choisir ou non d'aller faire la mission ou pas, la personne, mais pour le coup elle est libre. Et c'est pour ça que ça n'a pas de sens de vouloir comparer les deux. Ça n'a pas de sens de vouloir dire regarde, moi j'ai cette compétence et toi tu l'as pas, donc je suis au-dessus. C'est pas pertinent. De même que se dire qu'un élève se finirait sans compétence, pareil, c'est pas pertinent, ça n'a pas de sens. Parce que justement, on n'est pas dans un système classique où on t'impose d'aller faire tel ou tel exercice. C'est justement ce qu'ils disent ici, là dans ce passage-là, c'est que justement, en fait, t'es pas obligé. Même dans le système classique où tu peux te dire, ah, peut-être que tu auras de la motivation intrinsèque, par exemple en philosophie, tu vas être vachement libre d'aller chercher l'auteur qui te plaît, et ainsi de suite. Au final, il n'y a pas de motivation vraiment de ta part qui vient. C'est pas une motivation qui vient de ta part parce que c'est pas toi qui as choisi de répondre à la dissertation. C'est pas toi qui as choisi d'évoquer et de parler de cet auteur-là. On t'y a amené. Crois-moi, je pose la question pour amener la suivante. Donc, un classement est caduque parce qu'il n'y a pas d'échelle de mesure commune, puisque c'est la progression de l'élève qui est mesurée par le rapport de l'élève avec une mesure commune. C'est le développement, la découverte de ses compétences qui compte. Exactement, mais tout à fait, c'est exactement ça. Je vous crois, je te crois parfaitement, Céron, ne t'inquiète pas. Elle est trop belle cette emote, c'est quoi? Hype popcorn. Oh, c'est du popcorn. Oh, c'est trop mignon. C'est un petit écureuil qui mange du popcorn. C'est tellement choupi. Oh mon dieu, elle est tellement choupi cette emote. Oh, elle est trop choupi. Elle est trop choupi. Elle est trop choupi. Elle est choupi sur 20. C'est trop mignon. C'est trop mignon. Du coup, je me relance dans le texte. À Quest to Learn, résoudre le problématique, atteindre le but est vraiment ce qui est visé. Il y a un endgame, qui n'est en rien une évaluation, puisqu'elle se fait sur un contenu en auto-évaluation. Mais une résolution proposée par les élèves eux-mêmes, c'est la création du pacte contre le harcèlement par les élèves, par exemple. Dans d'autres programmes, cela peut être une lecture publique de texte, une création collective, un événement social où les personnes extérieures sont conviées. Là est le but. Et quant au jugement de la compétence, du savoir, cela se fait moment par moment. L'élève peut savoir qu'il peut faire très directement ce qu'il peut faire très directement pour s'améliorer. Par exemple, dans le jeu socratique, cela peut être de voir tout simplement qu'il fallait davantage s'intéresser au texte au préalable, et il ne perd rien des compétences acquises. Le but dans Quest to Learn, contrairement aux problèmes et aux projets qui sont proposés par l'éducation classique, est autonomisé, est ouvert. Ce n'est pas un professeur qui détermine le contenu qu'il voudrait voir et comment il devrait être fait. S'il y a une ligne conductrice dans les programmes, celle-ci ne sanctionne pas l'initiative, elle ne sanctionne pas la singularité, elle ne sanctionne pas les décisions collectives, elle ne sanctionne pas les réflexions des élèves, ni de ce dans quoi ils ont pioché pour résoudre le problème, qui est interdisciplinaire, qui peut prendre tous les formats, tous les moyens possibles, que ce soit via le numérique, via l'artistique, etc. En résumé, les concepteurs de Quest to Learn, qui peuvent aussi être des élèves, on rappelle qu'il y a un laboratoire sur justement les missions, sur les quêtes, puisqu'encore une fois l'école est pensée et fonctionne comme un jeu, comme un MMO, donc un jeu massif en multijoueur. Vous avez un laboratoire au centre de l'école où justement les élèves peuvent venir pour proposer d'eux-mêmes des quêtes, ce qui permet du coup de créer des missions et permettre à d'autres élèves de se dire ah tiens, justement regardez, là il y a cette quête là, donc allez je sais pas moi, mettez-vous dans la peau, on va reprendre un truc qui était présenté tout à l'heure, mettez-vous dans la peau d'un espion qui travaille pour l'empereur Darius de Perse. Darius a envie d'aller envahir la Grèce. En tant qu'espion, conseillez-le, trouvez les informations sur comment fonctionne la Grèce à cette époque, sur comment est-ce qu'on pourrait prévoir les évolutions si la Grèce était sous contrôle de la Perse, qu'est-ce que ça apporterait à la Perse, qu'est-ce que ça prendrait à la Perse, qu'est-ce que ça coûterait à la Perse, et ainsi de suite. Et t'as un élève qui va tomber sur ça et qui va se dire « Putain, en vrai, j'ai envie de savoir. J'ai vu 300, hein, on va prendre un truc con, hein. J'ai vu 300 le film, j'ai vu la Perse, j'ai vu les Spartiates, ça a l'air trop bien, vas-y. » Il y a une quête qui parle sur ces thématiques-là, j'ai envie d'aller creuser plus cette époque-là. Et bam, tu prends ta quête, tu te mets dans ton petit roleplay, donc tu es un espion, tu es là pour travailler pour l'empereur, tu vas aller chercher tes infos, et tu vas aller récupérer les infos, tu vas aller demander conseil aux élèves qui sont plus âgés, qui ont accès par exemple aux bibliothèques avec justement les livres historiques sur qu'est-ce qui s'est passé dans la Grèce à cette époque-là, et ainsi de suite. Tu vas aller récupérer sur internet, tu vas en discuter avec d'autres élèves, et tu vas pouvoir faire ta petite mission, ton petit rapport d'espion que tu vas remettre à Darius, donc à l'empereur. Enfin, vous voyez, il y a vraiment un côté ludique, mais qui est incroyable,
Ça lui coûterait 80 d'expansion agressive et 200 de capacité de gouvernance. Je sens venir comme un écho de Europa Universalis. Je sais pas pourquoi. Là, comme ça, là, je sens le Europa Universalis, là. C'est étonnant. Tap. Donc on en était... Mais du coup voilà, ce qui est super intéressant, c'est quand même de voir que les élèves participent à la construction de ces missions, participent justement à la co-construction de ces quêtes. Ça aussi c'est super intéressant. J'en étais à... Voilà. En résumé, les concepteurs de Quest to Learn, qui peuvent aussi être des élèves, déterminent des questions à résoudre ou extraient des buts intrinsèques intéressants à suivre dans une discipline. Ça peut être celui de prendre un rôle de professionnel, par exemple le scientifique, l'enquêteur, l'espion, etc. Et les facilitateurs professeurs fournissent un guidage à travers des quêtes, des missions, des petites actions, des feedbacks un moment par moment, pour tranquillement acquérir des connaissances et compétences afin d'atteindre ce but, de mener ce rôle, de répondre à une question. Pour n'importe quel contenu qui pourrait apparaître à soi comme à autrui pénible, confus, inconnu ou difficile, on peut effectuer cette transformation en extirpant des buts, des raisons d'être de l'activité. On verra dans le chapitre but comment des situations, y compris dramatiques, peuvent être transmutées en quêtes qui s'appuient sur des disciplines variées, puis comment il s'agit de mettre en situation ce but, le simuler, le vivre le temps d'une expérience de jeu. Transmuter l'acquisition des compétences, de savoir, le travail en micro-quêtes vers le but. Il y a un grand but dans les programmes de Quest to Learn qui peuvent être encore plus grands à l'échelle scolaire. Par exemple, le programme de pensée systémique devient au fil des classes de plus en plus distal. Au début, il s'agit de petits systèmes, comme ceux d'objets, puis ils conservent des systèmes sociaux, comme un lieu, de l'école, puis ils interrogent des systèmes plus grands, notamment politiques. Dans un mouvement inverse, il y a aussi des petits buts, composés de règles, de feedback, d'actions. Ces micro-quêtes sont similaires à des mécaniques que l'on retrouve dans les jeux vidéo. Par exemple, en design, il s'agit de construire quelque chose. Seek and Destroy, il s'agit d'éliminer quelque chose. Par exemple, les fautes d'orthographe, ou le harcèlement scolaire tout à l'heure. Tracking, suivre quelque chose et faire un rapport sur ses changements ou ses mouvements. Puzzle, résoudre un problème, résoudre une énigme. Delivery, il s'agit de fournir X ressources. Collect, collecter X ressources, etc. Ces actions sont des mécaniques qui composent les jeux, qui peuvent avoir intrinsèquement un intérêt. Par exemple, la micro-quête collectée contient le plaisir intrinsèque de l'exploration, du fait de fouiner, peut-être l'occasion d'une sociabilité, si on le fait en groupe, que ce soit la collecte d'herbes dans un MMO ou la collecte de châtaignes dans la vraie vie, sont un moyen d'atteindre un peu plus le but, qui est de chercher l'information sur le harcèlement, permet de découvrir des éléments qui commencent à dessiner des solutions pour celui-ci. Il y a dans ces mécaniques des règles, par exemple la nature de la ressource à collecter, son état, sa forme, etc. Et un feedback, quantité suffisante pour aborder une autre quête. À Quest to Learn, les règles de feedback servent à la fois de guidance, d'information, d'auto-évaluation. L'élève sait par avance comment on peut réussir l'action, dans le détail, dans chacune des étapes, et peut savoir moment par moment, parfois de façon totalement autonome, ce qu'il peut faire pour réussir. L'échec n'est qu'un appel à réitérer la partie, et pas seulement métaphoriquement. Rien de ce qui a déjà été acquis en compétences n'est perdu, contrairement à la bonne note qui est suivie de la mauvaise note qui indique une perte de compétences. Il n'y a pas de sanction, il n'y a pas de mauvaise note. Les feedbacks, les règles suffisent à rappeler ce qu'il y a besoin de faire pour réussir. Un vrai anard collecte châtaignes. Pourquoi est-ce qu'un vrai anard collecte des châtaignes? Ah putain, parce qu'un anarchiste ça met des châtaignes. C'est ça? Un truc comme ça? Je sens venir la connerie comme ça. Je sens venir la connerie comme ça. Je sais pas pourquoi, mais moi je le sens là. Ça c'est vraiment un truc qui est vachement intéressant. C'est qu'un des éléments effectivement qu'il faut bien prendre en compte, c'est que le fait de mettre une notation dans le système éducatif classique fait que là on peut dire ouais regarde t'as réussi, donc t'as toute cette notion de classement entre élèves, tout ça, ok, qui déjà d'une part est complètement con parce que du coup ça met en compétition et que ça pousse en général à de mauvais comportements ou voire même à du sabotage. On l'a vu notamment quand on a fait justement un petit peu les lectures de sciences sociales sur le monde de l'entreprise, notamment avec du Jarrier, où on voit que comme il y a des systèmes de notation des performances au travail, on passe dans des systèmes où vous avez des individus, des travailleurs qui vont venir mettre en fait des actions de sabotage sur les autres travailleurs pour pouvoir être mieux notés, parce que justement en pétant les notes des autres, en fait en les sabotant, nous on passe un peu plus en avant. Or la seule chose qu'on constate, c'est que ça n'a qu'un seul
un seul effet qui est très simple, c'est que ça casse la productivité. Ça la casse. Ça se veut, alors pour le prendre Mosquitux, ça se veut efficientiste, ça se veut productiviste, mais ça fait l'inverse. Ça produit uniquement l'inverse. C'est ça qui est quand même ouf, et qu'on a vu notamment, encore une fois, avec les études qu'on a déjà vues en sciences sociales, c'est qu'en mettant en place les notations, tu rentres dans un système, notamment de compétition, et où du coup ça ne pousse qu'à une seule chose, c'est à se mettre notamment des bâtons dans les roues, et que du coup, tu vas juste faire un seul truc, c'est casser ta productivité, casser ton efficacité, et c'est quand même profondément con. Hein, on va pas se mentir, c'est profondément con, que ce soit pour l'individu, comme pour la structure, au final, ça n'apporte rien à personne, à part un mal-être, des actions de sabotage les uns les autres, enfin voilà, ça casse tout, ça casse tout. Et effectivement, c'est sans parler d'esprit de découverte ou d'innovation, et tout un tas d'éléments comme ça. Je crois que c'est une ref à une certaine pureté militante, mais pas important, d'accord. La notation est quand même vachement normative et individualiste, bien sûr, comme tout le temps, encore une fois, dans la société capitaliste qu'on a, c'est ce à quoi ça pousse. Comment est-ce qu'elle dort, elle ? Je sais pas si vous le voyez bien, mais le chat est en train de dormir dans une position qui est un peu what the fuck. En fait, techniquement, elle est allongée, donc là vous voyez son dos là, comme ça, tac tac tac. Et en fait sa tête là, elle a la truffe qui est plongée comme ça. Sa tête est complètement tournée et plongée dans le canapé. Normalement là, ah bah ça y est, elle a bougé. J'allais dire normalement là, elle a du mal à respirer, mais elle a bougé, c'est bon, elle s'est remis un peu mieux. Ce chat des fois a des positions qui me laissent perplexe, hein. Entre les enfants qui sont détruits par la pression parentale pour qui les notes sont marqueurs d'excellence sociale et le reste, mais bien sûr, tout à fait, bien sûr. Ça apporte un filtre, celles qui sont compatibles avec les systèmes de notation sont prêts pour le marché du travail normalisé, non. Bien sûr, mais ça ne change pas le fait que dans tous les cas, quand bien même ce sont des gens qui effectivement sont compatibles avec ce système du marché du travail normalisé qu'on a actuellement, ça ne change pas que dans les faits, ils ont beau être prêts, ils ne sont quand même pas efficaces. Tu vois, c'est ça le truc. Ok, ce sont des personnes qui, parce qu'ils sont passés par ce système éducatif normalisé, vont être adéquats, vont être adaptés à la pression, vont être adaptés à cette vision du monde du travail normalisé, mais pour autant ils n'en sont pas plus efficaces que ceux qui ne sont pas adaptés. C'est juste qu'ils vont pas gueuler contre. C'est juste qu'ils ne vont pas ouvrir leur gueule pour essayer de changer les choses. Mais par contre, ils ne sont pas plus efficaces que les autres. Dans tous les cas, ils ne sont pas efficaces. C'est ça qui est incroyable. Vous voyez, c'est ça qui me rend fou, moi, mais vraiment fou. C'est de voir qu'on nous vend ça comme quoi, justement, bah, c'est efficace, c'est productiviste et tout. Ok, c'est pas très humain, mais au moins, franchement, c'est rentable. Mais ça l'est même pas. C'est ça qui vraiment est, pour moi, montre à quel point c'est inconcevable qu'on soit encore là-dedans. C'est que factuellement, ok, les gens ne vont pas râler. Ok, ils acceptent le côté inhumain du truc. Ok, mais c'est pas plus efficace. Factuellement, c'est moins efficace. Pourquoi est-ce qu'on le change pas du coup? C'est ça qui vraiment me laisse fort perplexe. Fort perplexe. Mais c'est vrai qu'au moins, il râle pas. C'est l'efficacité de la pyramide qui compte plus que celle de l'individu. Mais même la pyramide n'est pas efficace, c'est le problème. C'est d'ailleurs tout le sens du problème. Au sens de son besoin de docilité. Ah oui, par contre, oui, le besoin de docilité est totalement rempli. Et du coup, la pyramide reste stable. À défaut d'être efficace, la pyramide reste stable. Ça c'est le seul truc qu'on peut lui accorder. Effectivement, en ayant un système, notamment éducatif, qui te brise les gens aussi facilement et qui te les faut rentrer dans le moule normatif, au moins, globalement, la pyramide reste globalement stable. Globalement, parce que même ça c'est à remettre en question à plus d'un niveau. Mais globalement, elle reste vachement stable. Par contre, elle est absolument pas efficace sur d'autres aspects. Mais sur l'aspect de l'efficacité, de la pérennisation du modèle, ouais, c'est pas si pourri que ça. Mais bon. Oui, efficace dans sa nature pyramidale et pas dans un autre but. Tout à fait. Après, même encore une fois, même là-dessus, c'est limite, puisqu'on atteint les limites justement de cette stabilité et de ce système. On voit que ça ne marche plus, que ça ne tient plus. Notamment parce qu'on a fait une évolution technologique qui nous donne beaucoup plus de connaissances, beaucoup plus facilement accès aux connaissances, qui nous permet d'avoir une prise de recul sur
énormément d'éléments et qui font que concrètement on voit bien que ça ne marche pas en fait, que de plus en plus de gens ont conscience que ça ne marche pas et que du coup c'est pour ça que la stabilité aussi est en train de se casser la gueule là-dessus. On constate que ça n'est pas efficace, que ça ne fonctionne pas, que ça nous amène droit dans le mur, donc de fait les gens sont de plus en plus soumis à ces idées-là, sont de plus en plus facilement accès à ces idées-là, à ces notions-là, et du coup de fait remettre de plus en plus en compte cette pyramide, et du coup même l'efficacité on va dire de stabilité au final est en train de vriller, est en train de partir en cacahuète. Bon, il y a dans ces mécaniques de règles, par exemple dans la nature de la ressource... Attendez, ça je l'avais lu. Ça je l'avais lu. J'en étais là. Quand on connaît bien une activité, qu'on est motivé intrinsèquement par celle-ci, il s'agit tout simplement de la décomposer et de réfléchir à ce qu'on aime dans celle-ci, de la façon la plus vaste possible. Collecter est très souvent accompagné d'un plaisir d'exploration, de balade, de découverte inattendue, y compris lorsqu'il s'agit d'informations. Puis, il s'agit d'en faire un modèle, guidé avec quelques règles qui soutiennent en donnant des astuces. Les plaisirs peuvent être sensoriels, hédoniques, dans l'expérience elle-même, dans le social. A l'inverse, on peut en inventer directement, en s'inspirant des jeux ou d'actions de la vie quotidienne, et en décortiquant pourquoi on aime à ce moment-là l'action du jeu, pour en exporter l'essence. Par exemple, ranger ses courses avec excellence, lorsque le caissier les passe rapidement, est une expérience qui me rappelle totalement ce qu'on vit dans Tetris. Éviter le chocolat sur le brocoli. Hein? Qui met du chocolat sur du brocoli? Cette expression revient souvent dans le champ des chercheurs en game design ou ceux en psychologie s'intéressant aux jeux vidéo. Trop souvent, les serious games ou les gamifications éducatives se contentent de déguiser les programmes scolaires et pas le game designer. Ah, bah oui, d'accord. Oui, non, c'est bon, je vois le... Ok. Je vois ce que c'est. Du coup, en fait, c'est l'expression qui signifie que, en gros, c'est toujours chiant. La tâche de base est toujours chiante, elle est toujours mal conçue. Mais regardez, on a fait un joli emballage. Donc finalement c'est bien, mais en fait concrètement c'est toujours mauvais. Ça je l'ai beaucoup vu, ce genre d'élément, quand notamment j'étais conseiller en tant que psychologue social, quand j'étais conseiller en entreprise, avant de passer en streamer temps complet. C'est le genre de formation où justement on prend un truc très très chiant, habituel, qui est nécessaire peut-être, parce qu'il y a des tâches notamment qui sont chiantes mais qui sont nécessaires dans la recherche ou quoi, et en fait on va essayer de mettre un petit habillage en disant non mais regardez en fait c'est sympa, c'est fun, c'est cool, tu mets un peu de novlangue, tu mets 2-3 petits trucs un peu Startup Nation et tu dis voilà regardez en fait c'est incroyable, c'est nouveau, mais en fait c'est strictement la même recette qu'avant, c'est strictement la même chose, et dans le fond c'est strictement la même chose, et donc les gens le voient, le perçoivent, et au final t'as voulu donner un côté gamifié, genre regarde c'est une petite quête, voyez ça comme des quêtes ou quoi, mais en fait c'est toujours aussi chiant et c'est pas pensé comme un jeu. On a mis un habillage de jeu mais ce n'est pas pensé comme un jeu. Et comme ce n'est pas pensé comme un jeu, ce n'est pas ludique, ce n'est pas intéressant. Et c'est là le problème en fait qui fait que généralement ça débouche sur strictement rien, ou voire beaucoup plus de frustration qu'avant parce que ça ne marche pas. Pourquoi genre Valheim c'est trop bien. J'aime beaucoup Valheim. J'ai envie de jouer à Valheim. Mais je veux pas jouer tout seul à Valheim. Donc, Rigby donne l'exemple d'un serious game où il s'agirait de résoudre une équation pour ouvrir un coffre et obtenir des récompenses dans le jeu. Les élèves ne sont pas dupés, évidemment, voient bien cet effet de cacher le brocoli sous le chocolat pour le leur faire avaler plus facilement. Tout l'aspect du jeu s'envole, parce que ce n'est concrètement qu'un habillage différent du travail, un masquage qui a à peine réussi de la pénibilité. De plus, il s'agit encore de s'appuyer sur des méthodes de conditionnement pavlovien et extrinsèque, une récompense pour le comportement attendu, qui sape totalement la motivation intrinsèque. J'aime pas la direction de l'histoire du jeu. Ah bon? Il y a une histoire dans le jeu? Moi je construis des maisons et des villages, tu sais. Et je farm. L'histoire du jeu, voilà. Il faut tuer les dieux. Allez. Quest to Learn ne procède pas comme ça et propose des quêtes, des actions qui sont les mêmes qu'on pourrait trouver dans un jeu vidéo. La compétence, la connaissance adviennent en cours de jeu. Par exemple, dans la mission d'espionnage, les élèves jouent avec la cartographie en créant leur propre carte, les règles étant d'intégrer seulement des éléments donnés, un isthme par exemple. Cela sous-tend donc des actions qui peuvent être intrinsèquement plaisantes, imaginer de nouveaux mondes, dessiner, colorier, etc. Et il y a appropriation des termes techniques au passage, puisque les élèves les expérimentent dans le geste du dessin, dans leur imaginaire du monde qu'ils inventent, dans leur sociabilité, puisqu'ils peuvent le faire en groupe ou en s'entraidant. Le terme isthme n'est plus barbare, il est accolé à des souvenirs sociaux, à des actions physiques, de dessin, de couleurs, à des imaginaires qu'ils ont eux-mêmes inventés. Que ce ne soit que du chocolat ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'apprentissage audacieux demandant des efforts, bien au contraire.
à prendre en référence leur niveau de boss. Cependant, de très grands efforts peuvent être déployés à travers le jeu et dans le plaisir. L'apprentissage n'a pas à être pénible et laborieux pour fonctionner. Bien au contraire, ce serait plutôt un signe qu'il y a un problème dans la conception de celui-ci vis-à-vis de la personne ou des circonstances particulières. Rendre playable l'environnement, libérer la possibilité du play. Cependant, toutes ces transformations risquent d'être totalement ineffectives si on ne laisse pas de la place au play, qui est le mouvement libre dans le jeu. Autrement dit, le play est l'autonomie de la volonté du joueur à jouer dans le jeu, à tester les limites, les siennes, celles du jeu, les règles, à apprécier les feedbacks et tous les composants. Le play, c'est sa motivation intrinsèque, tout comme son flow, et ceux-ci peuvent être rapidement brisés, comme on l'a vu, par la compétition, par la surveillance, par les récompenses, par les punitions, par l'ostracisation, par l'indifférence, par les interruptions, etc. Et ici, tout particulièrement, il y a la suppression du choix. Il n'y a pas de play si l'élève ne peut pas choisir le comment, par exemple, s'il n'a aucune part de décision ou si son initiative est réprimandée. À Quest to Learn, les élèves œuvrent en autonomie. Ils sont libres du comment dans chacune des micro-quêtes. Il ne s'agit pas de répondre correctement ou de prouver qu'ils ont bien appris par cœur, tel que demandé, mais de montrer via leurs œuvres, leur construction personnelle, qu'ils ont incorporé le savoir, les compétences comme les leurs, puisqu'ils arrivent à agir avec ceux-ci en les tricotant avec leurs idées, avec leurs valeurs, avec leur vie, etc. Ce play peut être bloqué par l'environnement social autoritaire, contrôlant ou pseudo-libre, comme on a pu le voir dans les bases, mais aussi par les conditionnements personnels. L'exemple d'Alvarez des bons éléments est très pertinent à ce sujet, et elle avait réussi à détricoter ce conditionnement à faire comme demandé, en reconnectant les enfants à ce qu'ils aiment personnellement. Il me semble également assez utopique de penser à game designer un programme, une activité pour autrui, si on n'arrive pas soi-même à jouer avec. Si on ne ressent pas de la motivation intrinsèque, on n'arrivera pas à saisir des feedbacks hédoniques, satisfaisants, ou des juicy effects qui peuvent s'y nicher. Le juicy effect est un terme de game design. L'effet juteux donc consiste à rendre plus sensoriellement satisfaisant une action dans le jeu en rajoutant des sons, des effets graphiques. Exemple. Dans la vraie vie, les effets sont déjà là, mais on ne peut pas les remarquer ou ne pas leur accorder d'importance. Un mentor, encore un professeur, un formateur, etc. peut alors faire remarquer que telle action va faire tel bruit ou effet. En faisant ceci, non seulement il enseigne un feedback, il souligne également les éléments potentiellement satisfaisants à chercher, ce qui aide à construire une motivation intrinsèque chez l'apprenant. Ok. Donc il y a d'abord à retrouver ou à découvrir une connexion, un but intrinsèque, et d'ailleurs pas forcément dans l'activité cible elle-même. Si la personne a pour valeur l'altruisme, par exemple, une activité détestable dans un environnement tout aussi détestable sera néanmoins rapidement jouable sur le plan de l'altruisme, car comme on a pu le voir dans la désobéissance altruiste, ce mouvement de désobéissance est un play, un mouvement libre dans une structure rigide. Parfois, la structure rigide peut, à force d'avoir été un quotidien, nous avoir rendu rigides. Cela peut demander tout un travail de déconstruction, de reconquête de son play, de sa motivation intrinsèque et de son autonomie. Game designer une activité alors que notre play est bloqué, ou que l'on souhaite qu'il soit bloqué, ou sous une forme rigide chez autrui, ne peut mener qu'à une gamification de piètre qualité, visant l'extrinsèque, ou encore menant à fomenter des structures pseudo-libres non altruistes. Si l'on peut éprouver du play et qu'on le souhaite pour autrui, la construction de l'environnement physique, sa transformation pour contenir plus de possibilités, coulera de source puisqu'on peut imaginer ce qui sera plaisant. Cependant, même en devinant ce qui est plaisant, on peut aussi organiser des tests de play. Par exemple, des enfants qui testent un jeu et on observe ce qui leur plaît, ce qu'ils n'aiment pas, et on change le jeu en fonction de leurs remarques, de leur jugement du jeu. Cela permet de construire un environnement qui sera parfaitement playable par différents profils. Si on est adulte, on peut avoir du mal à s'imaginer la perspective d'un enfant et de ses contraintes physiques d'accessibilité. Il vaut mieux alors le faire tester et reconstruire en fonction de son retour. Est-ce autodéterminant ? L'autonomie. Elle est nourrie par la présence de choix, par les quêtes secrètes, par la liberté quant au comment. Les élèves vont mener leur mission, la possibilité ouverte de participer aux méthodes. Ils peuvent aller au labo de game design pour créer des expériences ludiques, pour les améliorer, etc. Et par l'absence de contrôle oppressant et ou dominateur. L'autonomie selon Rogers. Le modèle de l'école est totalement raccord avec ce dont aurait pu rêver Rogers. Tout est tourné d'une façon à travailler sur des problématiques réelles, des expériences, des simulations. Le professeur y est plus un facilitateur qui accompagne dans les quêtes, fournit ce dont ont besoin les élèves dans leur empuissantement progressif.
Les évaluations sont faites de sorte à ne pas être des humiliations et davantage un feedback sur la progression de la compétence. Il y a écoute de l'élève et celui-ci peut changer les choses. Le labo est ouvert, il peut aussi créer ses jeux, apporter des changements à des jeux existants en coopération avec les autres élèves ou avec les professeurs. Il y a des connexions constantes au monde réel, une activation des savoirs. Compétences. C'est sans doute le besoin le plus comblé dans les Quest School. Il y a un très vaste panel de compétences possiblement transmises, toutes calibrées pour potentiellement faire émerger le flow. Les compétences autres que les scolaires sont valorisées, également mises en œuvre à travers une coopération entre pairs. D'autres compétences enseignées sont inédites dans le système scolaire. Les compétences systémiques, de coopération, les compétences socio-émotionnelles, les gestions, le leadership, etc. Flow. Toutes les activités ont les éléments nécessaires pour le faire émerger. En effet, les missions sont claires, comportent des défis à hauteur de leurs compétences et que les élèves peuvent d'ailleurs complexifier, s'ils le veulent, avec des feedbacks positifs provenant des professeurs, des pairs directs ou plus âgés, plus jeunes et surtout très tangibles, réalistes. Les élèves œuvrent directement dans la réalité, la communauté est invitée à leurs événements. Parfois, ils œuvrent dans d'autres écoles ou pour la ville. Game designer quelque chose revient à respecter la recette pour tenter de faire émerger du flow et nourrir le besoin de compétences. C'est pourquoi, lorsque l'on creuse toutes les innovations game designées, on trouve ces caractéristiques que sont la clarté des buts, les défis adaptés, les feedbacks et le contrôle de l'activité laissée à la personne qui la mène. Proximité sociale. Elle est facilitée par l'absence d'un rôle de professeur en tant qu'autorité et juge. Ceci étant remplacé par des rôles de facilitateur, de game designer, d'empuissanteur. Ici, l'enseignement structure et guide vers le savoir et les compétences qui sont trouvées par les élèves. Les missions sont très coopératives, elles demandent une construction commune et en cela elles développent des compétences socio-émotionnelles. Il y a un programme de littérature totalement couplé avec le développement de l'empathie, qui lui aussi fournit des compétences aux élèves pour vivre avec les autres, les comprendre. Et enfin, les cours de bien-être en systémique leur permettent de comprendre leur psychologie, ainsi que la façon dont l'environnement a des influences sur eux. Ceci est une base qui leur permettra de mieux comprendre les autres. Motivation intrinsèque, tout est fait pour la perpétuer lorsqu'elle est présente pour que des activités scolaires ou extérieures. Les Quest School ont, à mon sens, littéralement la recette pour éveiller des motivations intrinsèques pour des disciplines qui ne sont pas forcément attirantes d'emblée. Donner un rôle signifiant aux élèves, les faire vivre la discipline à travers le jeu ou des missions concrètes qui résolvent de vrais problèmes de la réalité. Au fond, tout ce qui est dans une discipline ou un apprentissage est en puisant temps, donnant de nouveaux outils pour exister plus pleinement, vivre davantage d'aventures, être plus et mis en valeur, mis en œuvre directement. Et je pense qu'on a fini, voilà, on a fini la partie et on arrive sur obstacle. Pourquoi point d'exclamation VOD? Qu'est-ce que tu voulais, Céron? Si tu veux la chaîne YouTube, c'est point d'exclamation YouTube. Si tu veux le site et la chaîne YouTube de V6, c'est point d'exclamation HS. Mais point d'exclamation VOD n'existe pas, je sais pas ce que tu voulais faire. En tout cas, petite fougère de YouTube, j'espère que tu apprécies cette VOD. On s'arrête là pour cette fois-ci parce qu'elle est beaucoup trop longue. Donc des bisous, merci d'avoir été là. Et puis à bientôt pour la suite.